Elle avançait contre une tempête qui avait déjà arraché la vie à 3 éleveurs cette semaine-là. Portant sur son dos un homme à l'agonie, dans une neige si haute qu'elle lui déchirait les cuisses à chaque pas. On l'avait toujours traitée de trop massive, trop bruyante, trop encombrante pour ce monde. Mais cette nuit-là, dans l'obscurité glaciale du Wyoming, chaque kilo qu'ils avaient moqué devenait la seule barrière entre Silus Vance et une sépulture de glace. Quand la femme que tout un village avait rabaissée devient la force qui défie la mort elle-même, qui alors est vraiment faible? Voici l'histoire d'une femme que l'on a tenté de réduire, et d'un homme brisé qui a fini par voir en elle quelque chose de magnifique. Si cette histoire vous accroche déjà, cliquez sur j'aime, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous regardez, et abonnez-vous pour ne jamais manquer nos récits du Far West. Restez jusqu'au bout, je vous promets que le voyage en vaudra la peine. Le matin où Clara Higgins fit rouler son chariot dans la rue principale de Millhaven, le froid n'était pas une simple sensation. C'était une présence. Il s'infiltrait sous la peau, se glissait dans les articulations, s'installait dans les os comme un hôte indésirable, décidé à ne plus partir. Octobre s'était abattu sur le territoire du Wyoming avec une brutalité presque personnelle, arrachant aux peupliers leurs dernières feuilles couleur ambre et laissant les plaines nues, grises et infiniment hostiles sous un ciel terne comme du métal terni. Clara était assise droite sur le banc de bois, les épaules larges affrontant le vent, ses mains rouges et fendillées serrant les rênes avec assurance. Elle avait appris très jeune qu'au moment où l'on se courbe, sous le froid, sous les regards, sous le poids des jugements, on abandonne quelque chose qu'il est presque impossible de récupérer. La rue principale de Millhaven était partagée entre boue gelée et rêve gelé. Les bâtiments à ossature de bois se penchaient légèrement les uns vers les autres, comme des hommes conspirant à voix basse. Leurs enseignes délavées portaient encore les cicatrices de 2 étés brûlants. Clara guida son cheval devant l'écurie, le salon de coiffure, puis devant la petite église méthodiste dont la cloche fissurée produisait désormais un son sourd et creux, comme une voix brisée tentant encore de chanter. Elle avait besoin de farine, de sel, d'huile pour lampe et de clous, assez pour survivre à l'hiver que le vieux trappeur chochonné Trois Plumes annonçait comme le plus cruel depuis une génération. Trois Plumes ne s'était jamais trompé en 30 ans. Clara n'avait aucune raison de douter de lui aujourd'hui. Elle attacha son cheval devant le magasin général et descendit avec les gestes mesurés d'une femme habituée à évoluer dans des lieux où elle n'était tolérée que par nécessité. Elle dépassait la plupart des femmes d'une tête et ses épaules rivalisaient avec celles de bien des hommes. Son corps était ample, puissant, fait pour soulever, tirer, bâtir, pas pour être admiré dans les salons. Elle savait comment on la voyait. Elle l'avait compris à 12 ans déjà, quand les amis de sa mère à l'église avaient commencé à parler d'elle avec cette douceur condescendante réservée aux bêtes malchanceuses et aux filles que personne ne demanderait en mariage. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'elle entra, et la chaleur l'enveloppa avec une intensité presque douloureuse. Jonas prit, derrière son comptoir, leva les yeux avec cette neutralité prudente d'un homme qui accepte votre argent, mais pas votre présence. Clara répondit d'un bref signe de tête et sortit sa liste. Elle savait aller vite, prendre peu de place, occuper le moins d'air possible. Elle avait perfectionné cet art dans presque tous les endroits où elle mettait des pieds. Elle aurait pu sortir sans incident si Margaret Holloway et sa belle-sœur Dorothea Crane n'étaient pas entrées à ce moment précis. 2 piliers impeccables de la fragile hiérarchie sociale de Millhaven. Le mari de Margaret possédait la banque. Dorothea détenait le bureau foncier. Leurs corsets semblaient serrés au point de couper leur respiration. Leurs robes respiraient l'argent. Leurs gants immaculés trahissaient une vie sans travail manuel. Elles riaient en franchissant le seuil, leurs voix claires comme des oiseaux. Puis elles aperçurent Clara. Le rire ne s'arrêta pas. Il changea. Il prit une teinte plus tranchante. « Oh, Clara, lança Margaret avec cette politesse sucrée qui dissimule le venin. Tu te prépares pour l'hiver? » Elle laissa son regard descendre lentement le long du corps de Clara, comme un acheteur évaluant une bête au marché. Tu prévois assez de provisions pour la saison, j'imagine. Dorothea pinça les lèvres pour retenir un sourire à peine contenu. Quelle bénédiction de vivre si loin de tout, dit-elle faussement rêveuse. Aucun voisin à déranger. Clara ne leva pas les yeux.
Elle excellait dans l'art de ne pas les regarder. Sa main se referma sur une boîte d'huile pour lampe, ses mâchoires se crispèrent. Ce qu'elle contenait en elle n'avait pas de nom précis. Ce n'était ni entièrement de la colère, ni uniquement du chagrin. C'était un territoire entre les deux, vaste et sombre comme les plaines balayées par le vent. Certains jours, c'était plus lourd que n'importe quel sac de farine. Et pourtant, c'était cette même force silencieuse qui, un soir de tempête, la pousserait à porter un homme mourant à travers la neige, défiant le vent, la nuit et le jugement du monde. Si vous voulez connaître la suite et découvrir comment cette femme que l'on méprisait est devenue le dernier espoir d'un homme condamné, écrivez en commentaire depuis quel pays vous nous regardez et abonnez-vous dès maintenant. Cette histoire va voyager loin, peut-être jusqu'à vous. Juste de la farine et de l'huile aujourd'hui, Jonas, dit-elle d'une voix calme et monocorde. Et une livre de clous. Elle paya sans compter 2 fois la monnaie comme elle le faisait d'habitude, car elle avait besoin de sortir avant que la chose qui se trouvait dans sa poitrine ne se brise comme l'avait fait la cloche de l'église. D'un geste rapide et habile, elle chargea le chariot, son souffle formant des nuages blancs et vifs, puis elle grimpa et quitta Millhaven sans se retourner. Elle ne s'autorisa pas à pleurer avant d'avoir franchi la première crête et que la ville ait complètement disparu de sa vue. Les larmes n'étaient pas dramatiques. Elles ne l'avaient jamais été. Elles étaient indiscrètes, provenant davantage de l'épuisement que du chagrin, même si c'était les deux à la fois. Si elle était honnête avec elle-même, elle avait 28 ans et n'avait jamais été enlacée par un homme autre que son père. Personne ne l'avait jamais regardée à table, comme s'il était heureux qu'elle soit assise en face de lui. Elle avait hérité de cette propriété de ses parents, tous deux décédés depuis 4 ans, et elle l'avait exploitée seule avec une obstination qui était ce qui se rapprochait le plus de l'espoir pour elle. La terre était réelle. Le travail était réel. Le matin, lorsqu'elle se tenait sous le porche avec son café et regardait la brume s'élever de la source chaude dans la prairie, cette étrange et magnifique anomalie géologique que son père avait appelée leur héritage, la solitude était presque supportable. Presque. Elle était à mi-chemin de la maison lorsqu'elle aperçut l'homme. Il se trouvait au bord du ruisseau, à moitié affalé contre un peuplier, comme si l'arbre était la seule chose qui le maintenait debout. Il était grand, même recroquevillé ainsi, et semblait émacié. Son long manteau était sombre, peut-être à cause de l'eau, ou peut-être à cause de quelque chose de pire. Son chapeau était enfoncé sur son front, et à 20 mètres de distance, Clara pouvait voir que ses mains avaient la couleur de la cire vieillie. Elle tira sur les rênes et le cheval trépigna et hennit, réticent à s'arrêter dans le froid. Elle ne devait pas s'arrêter. Chaque fibre de son être, et elle avait beaucoup de fibres, lui disait de continuer à avancer. Un homme seul en tête, au bord d'un ruisseau dans une région reculée, était une situation qui pouvait avoir une douzaine d'explications désagréables. Elle était seule. Son voisin le plus proche se trouvait à 6 km à l'ouest. Le ciel au-dessus des montagnes avait pris cette teinte verdâtre particulière qui, selon Three Feathers, annonçait l'arrivée du mauvais temps. Le vrai mauvais temps, celui qui n'attend pas la permission avant d'arriver. Elle arrêta le chariot. « Hé !» Sa voix fut plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. L'aigu par défaut d'une femme qui avait appris que la douceur dans les premiers mots invitait à un certain type de réponse de la part des étrangers. « Vous êtes vivant là-bas ?» Une pause. Puis l'homme bougea légèrement la tête, la levant lentement de sa poitrine, et elle vit son visage. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait pensé au premier abord. Ou peut-être avait-il été jeune autrefois, et quelque chose l'avait vieilli de manière inégale, laissant des os jeunes sous un visage qui en avait trop vu. Ses yeux, lorsqu'ils la trouvèrent, étaient une sombreté directe malgré son épuisement évident, et il y avait quelque chose en eux qu'elle reconnut sans pouvoir le nommer. Le regard spécifique d'une personne qui porte quelque chose de très lourd depuis très longtemps et qui n'a pas encore décidé si elle doit le poser ou le laisser l'écraser. « Vivant », dit-il. Sa voix était rauque, grave, le genre de voix qui avait passé du temps à l'extérieur et dans le silence. Clara le regarda longuement. Puis elle regarda le ciel. Puis elle le regarda à nouveau. « Vous montez à cheval ?» demanda-t-elle d'un ton normal. « Oui. Mon cheval a perdu un fer il y a 2 jours, puis m'a désarçonné peu après. » Il le dit sans apitoiement, ce qu'elle apprécia. Juste les faits, sans fioriture. « Pouvez-vous grimper ?» Il se hissa hors de l'arbre, et elle le regarda faire.
Elle observa la façon dont il mobilisait des réserves d'énergie qu'il n'avait clairement pas les moyens de dépenser, et qu'elle prit une décision à son sujet à ce moment-là. Pas exactement une décision de confiance, mais une décision d'évaluation. Il était en mauvaise posture. Il était honnête au sujet de sa mauvaise posture. Il n'avait pas essayé de lui faire croire quoi que ce soit. Ce n'était pas rien. Il parvint à atteindre le chariot et se hissa sur le banc avec effort. Elle pouvait sentir le froid qui émanait de lui, même à travers son manteau, Ecoméum. Elle pouvait entendre la légère instabilité de sa respiration, qui signifiait qu'il était plus proche du bord qu'il ne le laissait paraître. Silas Vance, dit-il, en guise de présentation. Clara Higgins. Elle a pris de la réservation. Ma maison est à 3 4 kilomètres au nord. Vous pouvez dormir dans la grange, manger autre chose que de l'écorce en désespoir de cause, et me dire demain matin s'il y a quelque chose d'utile que vous pouvez faire. Si c'est le cas, nous pourrons discuter de quelques jours de travail. Sinon, je vous indiquerai la direction de Millhaven. Il tourna la tête et la regarda avec ses yeux sombres et épuisés, et elle se prépara à ce qui arrivait parfois, à savoir qu'un homme la regarde avec surprise ou calcul, comme si une femme qui gérait ses propres terres et ses propres conditions était une curiosité qui nécessitait une explication. Mais Silas Vance se contenta de hocher la tête une fois, comme elle l'avait fait avec Jonas Preet, sans artifice ni comédie. « C'est plus que juste, dit-il. Merci. » Ils parcoururent le reste du trajet en silence, ce qui ne dérangeait pas Clara. Underscore, 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 underscore. Sa propriété était modeste et réfléchie, à son image, une cabane en rondin que son père avait construite de ses propres mains il y a 30 ans. Bien calfeutrée et solide, elle était dotée d'un porche couvert orienté vers l'est, en direction de la prairie. La grange était plus récente, construite par Clara elle-même l'été suivant la mort de ses parents, lorsqu'elle avait réalisé avec une froide lucidité qu'elle allait survivre à cela ou qu'elle ne survivrait pas, et que survivre signifiait ne pas attendre que quelqu'un d'autre fasse ce qui devait être fait. Il y avait un poulailler, une cave à légumes, et à l'autre bout de la prairie, à peine visible à travers l'herbe sèche, l'endroit où le sol lui-même respirait, où la vapeur s'élevait en spirale paresseuse de la source chaude naturelle qui coulait dans l'aquifère sous sa terre, chaude même en janvier, étrange et belle, et qui, soupçonnait-elle, valait beaucoup d'argent pour la bonne personne, ce qui signifiait qu'elle valait aussi beaucoup d'ennuis. Elle le savait depuis que Josiah Thorne était venu la voir pour la première fois il y a 2 étés, avec son sourire prudent, son langage juridique et son offre qui avait commencé par être modeste et courtoise, puis était devenue, au fil de 3 visites, moins courtoise et moins ressemblante à une offre. Elle n'avait pas signé. Il n'était pas encore revenu. Elle ne croyait pas un seul instant qu'il en avait fini. Mais cela, c'était demain. Ce soir, elle avait dans sa grange un étranger à moitié affamé qui se déplaçait comme un homme peu habitué à accepter de l'aide. Un ciel qui annonçait quelque chose d'inquiétant au-dessus des montagnes à l'ouest et un dîner à préparer. Elle lui servit dans la cuisine un ragoût de bœuf épais et chaud accompagné de pain qu'elle avait cuit 2 jours auparavant, et elle l'observait comme elle observait ses animaux après une saison difficile, avec l'attention particulière de quelqu'un qui évalue simultanément les dégâts et les ressources. Il mangeait avec le désespoir contrôlé d'un homme qui s'était entraîné à manger lentement, même lorsque son corps voulait dévorer tout ce qui était à sa portée. Il faisait attention à ses affaires, à la place qu'il occupait à sa table. Elle remarqua qu'il avait remarqué la prairie thermale à travers la fenêtre. Ses yeux s'y posèrent 2 fois, mais il n'en dit rien. « Quel genre de travail ?» demanda-t-il lorsque le bol fut à moitié vide et que ses joues avaient repris un peu de couleur. « Le toit doit être refait du côté nord avant que le vrai froid n'arrive. La clôture de l'est du pâturage est abîmée à 2 endroits. J'ai coupé du bois de chauffage, mais je ne l'ai pas fendu. » Elle fit une pause. « Je vais être honnête avec vous, Monsieur Vance. Je me débrouille seul depuis 4 ans et je n'ai pas l'habitude de dépendre d'étrangers, mais il y a du travail et je n'ai qu'une seule paire de mains. Si vous êtes honnête et que vous travaillez, je vous nourrirai et vous protégerai du froid pendant 1 semaine. » Il la regarda fixement. « Je ne vous ferai pas de mal, dit-il. Pas sur la défensive,
Pas avec la fierté blessée d'un homme qui s'attendait à être automatiquement digne de confiance. Simplement, comme s'il répondait à une question qu'elle n'avait pas tout à fait posée à haute voix, mais dont il comprenait quelle était la véritable question sous-jacente à toutes les autres. Non, dit-elle après un moment, je ne pense pas que vous le ferez. Elle lui montra la grange, lui trouva une couverture, puis une deuxième lorsqu'elle jugea la première insuffisante, et le laissa dormir. Elle resta longtemps sur le porche avant de rentrer, regardant le ciel, ce plafond gris verdâtre qui s'abaissait sur les montagnes. Trois plumes lui avaient dit que cet hiver serait différent de tout ce qu'elle avait connu. Il l'avait dit avec le sérieux plat et sans fioriture d'un homme rapportant un fait plutôt que faisant une prédiction. Elle rentra, attisa le feu et dormit mal. Souligner, 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 elle le trouva près du tas de bois avec le maillet. Il travaillait la bûche qu'elle avait coupée avec un rythme économique et puissant, le genre de rythme qui vient d'avoir fait une chose 10 000 fois plutôt que de la seule force brute. Il avait trouvé quelque part un morceau de corde pour attacher ses cheveux noirs, et dans la lumière froide et grise de l'aube, elle pouvait le voir plus clairement que la nuit précédente. Sa silhouette longiligne, sa façon de se mouvoir avec une précision particulière et contenue qui lui rappelait avant tout un animal qui avait appris à se faire plus petit, plus silencieux, moins visible pour le monde qui l'entourait. Il entendit ses bottes sur le sol gelé et leva les yeux. « Bonjour, dit-il. « Bonjour. » Elle s'arrêta, regardant la pile déjà importante de bois coupé. « Tu as commencé tôt, tu ne pouvais pas dormir. » Il le dit sans s'excuser ni donner d'explication et posa une autre bûche sur le bloc. Elle fit du café et lui en apporta une tasse, puis ils restèrent debout près du tas de bois dans le froid, sans beaucoup parler, ce qui était une façon de communiquer qu'elle avait presque oubliée. Le silence confortable de deux personnes ayant du travail à faire, partageant une chaleur qui n'avait rien à voir avec la proximité. Elle regarda la vapeur s'élever de la prairie thermale et le regarda ne pas poser de questions à ce sujet. Et elle se retrouva pour la première fois depuis longtemps. Heureuse qu'une autre personne se tienne sur ses terres. À midi, il était sur le toit, refaisant la halle, et elle était en dessous, lui passant le mélange de crin de cheval et de cayenne dans un seau suspendu à une corde, et ils développèrent un rythme silencieux de tirer et attendre, qui semblait étrangement naturel. Quand il descendit pour dîner, son visage était plus détendu. Quelque chose derrière ses yeux semblait légèrement moins sur ses gardes. Elle crut alors comprendre quelque chose à son sujet, qu'il était le genre de personne qui ne pouvait se détendre que lorsque ses mains étaient occupées. Lorsqu'il y avait une tâche entre lui et ce qu'il fuyait, elle ne lui demanda pas ce que c'était. Elle avait déjà assez à porter. Mais ce soir-là, après le dîner, elle lui parla de l'aquifère. Elle ne savait pas vraiment pourquoi, seulement que c'était le genre de chose qu'il semblait malhonnête de cacher à un homme qui travaillait sur ses terres, comme ne pas parler à un ouvrier agricole d'une planche pourrie dans la grange. Elle lui parla aussi de Thorne, les visites, les propositions qui avaient pris une autre tournure. Silas Vance resta silencieux pendant un long moment après qu'elle eut terminé. Le feu crépitait entre eux. Dehors, le vent s'était levé d'une manière différente de celle de l'après-midi. Il était plus grave et semblait souffler avec une persistance qui semblait intentionnelle. Il reviendra. Silas dit que ce n'était pas une question. Oui, dit Clara, il reviendra.
Silas regarda le feu et serra les mâchoires. Puis il la regarda et il y avait quelque chose dans son regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était ni de la pitié, ni de l'admiration, mais quelque chose entre les deux. Quelque chose de plus intense que l'un ou l'autre. Alors je resterai jusqu'à ce qu'il revienne, dit-il. Clara ouvrit la bouche pour lui dire que ce n'était pas nécessaire, qu'elle n'avait pas besoin de la protection d'un homme, qu'elle s'était débrouillée pendant 4 ans sans, et qu'elle comptait bien se débrouiller encore pendant 40 autres. Tout cela était vrai et elle y croyait fermement. Mais dehors, la première vraie neige de ce qui allait devenir la tempête du siècle avait commencé à tomber, silencieuse et implacable, et le vent trouvait les interstices dans les murs de la cabane avec une nouvelle et urgente détermination. Et pour une fois en 4 ans d'indépendance soigneusement gérée, Clara Higgins regarda le visage de l'homme assis en face d'elle près du feu et ne dit rien. Car la vérité était, et elle commençait seulement à comprendre cette vérité, que ne pas avoir besoin de quelque chose et ne pas le vouloir étaient deux choses très différentes. Et Silas Vance, avec ses mains prudentes, ses yeux méfiants et le poids qu'il portait comme un deuxième manteau qu'il avait oublié comment enlever. Il la regardait, non pas la géographie gênante de son corps, ni sa taille que le monde avait toujours considérée comme un défaut plutôt que comme une réalité. Il la regardait et elle le sentait comme on sent la lumière du soleil après un hiver qui a duré trop longtemps. Pas exactement avec surprise, mais avec une reconnaissance si vive qu'elle s'apparentait presque à du chagrin, comme lorsqu'on rencontre quelque chose auquel on avait cessé de croire. La neige tombait, le vent se levait et le feu brûlait entre eux. Aucun des deux ne parlait, et ce silence était la chose la plus intime que Clara Higgins ait connue en 4 ans. Demain, la tempête allait vraiment arriver. Demain, tout allait changer. Mais ce soir, il n'y avait que cela, le feu et la neige, et la compréhension silencieuse qui s'était installée dans la cabane comme un deuxième toit, inattendu, non sollicité, et qui commençait déjà, de manière impossible, à ressembler à un foyer. La neige qui avait commencé à tomber ce soir-là ne s'arrêta pas. À minuit, elle tombait d'une manière qui ne ressemblait plus à une chute de neige ordinaire. C'était plutôt comme si le ciel avait simplement décidé de devenir blanc, d'effacer la distinction entre la terre et l'air et tout ce qui se trouvait entre les deux. Clara était allongée dans son lit, à l'écouter, écoutant le vent se transformer en un hurlement furieux et soutenu qui secouait les murs de la cabane avec une persistance presque sensible, comme si la tempête comprenait que les murs étaient là et était déterminée à trouver leurs limites. Elle avait vécu toute sa vie dans les hivers du Wyoming. Elle n'avait jamais entendu un vent comme celui-ci. Il ne soufflait pas en rafale et ne s'apaisait pas comme le vent normal. Il maintenait une longue note ininterrompue de violence, et le froid qu'il transportait s'infiltrait à travers les interstices et les planches et faisait rétrécir et s'affaisser le feu dans la cheminée malgré lui. Elle se leva à 2 heures du matin, ajouta 2 bûches au feu et resta longtemps debout à la fenêtre, même s'il n'y avait rien à voir, juste du blanc sur du noir. La lumière de la lanterne se reflétait sur un mur de neige en mouvement si épais qu'il semblait solide. Elle pensa à Silas dans la grange et fit un calcul. La grange était bien isolée. Elle l'avait construite elle-même et en connaissait chaque planche. Mais la température baissait d'une manière qu'elle pouvait sentir même à travers les murs. Un refroidissement qui dépassait le froid pour devenir quelque chose de plus proche de l'hostilité. Et la grange n'avait pas de foyer. Elle enfila son manteau par-dessus sa chemise de nuit et poussa la porte. La tempête la frappa comme une chose physique, pas exactement du vent, mais l'idée du vent rendue réelle et violente, une agression qui lui coupa le souffle et lui fit perdre ses repères. Elle garda une main sur la corde qu'elle avait tendue entre la cabane et la grange l'automne précédent, précisément pour ce genre de situation. La voix de son père résonnait dans sa mémoire. Toujours attacher la corde avant la tempête, Clara, car dans un blizzard, tu peux perdre de vue un bâtiment qui se trouve à 10 mètres de toi. Elle se hissa à la force des bras dans l'obscurité et le blanc rugissant. Sa chemise de nuit fut trempée en quelques secondes. Le froid était si intense que pendant un instant, ses poumons refusèrent de fonctionner. Ils refusèrent tout simplement, comme si respirer un air aussi froid était quelque chose que le corps ne pouvait autoriser. Elle ouvrit la porte de la grange et tomba à l'intérieur. Il faisait légèrement plus chaud, à peine assez pour respirer.
Les chevaux bougeaient dans leur stalles, agités et mécontents, leur souffle formant de grands nuages blancs. Les deux vaches laitières se déplaçaient et chargeaient, et Silas était réveillé. Assis dans le foin, les deux couvertures autour des épaules, ses yeux sombres la repérèrent immédiatement dans la faible lumière de la seule lanterne qu'il avait laissée allumée. Il comprit la situation en 2 secondes environ, son expression trempée, le bruit de la tempête à l'extérieur qui était audible même à travers les murs de la grange. Et il se leva sans un mot. « Tu dois rentrer à l'intérieur, » dit Clara. Ses dents voulaient claquer, mais elle les en empêcha. « Les températures chutent comme je ne l'ai jamais vu. Tu vas mourir de froid ici avant le matin. » Elle s'attendait à une dispute. Elle avait préparé des arguments contre les objections qu'elle prévoyait au sujet des convenances, de l'imposition, de la fierté d'un homme et de la réputation d'une femme, et de toutes les différentes performances que les hommes et les femmes en 1883 étaient censés donner, même lorsque ces performances étaient véritablement dangereuses. Mais Silas Vance la regarda pendant exactement un instant, puis il a pris son manteau et ses bottes. « Et les animaux ?» a-t-il demandé. « Les chevaux peuvent supporter ça pour l'instant. Je ramènerai les vaches si ça empire. » Elle se dirigeait déjà vers la porte. Allez, le retour a été pire que l'aller, alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Il était plus court. Elle était mieux préparée. Et la main de Silas se referma sur son bras dans l'obscurité et le vent, et la retint d'une manière purement pratique, mais qu'elle ressentit néanmoins à un endroit qui n'avait rien à voir avec le froid. Ils entrèrent, elle claqua la porte, et, pendant un instant, ils restèrent tous les deux là, dans la chaleur du feu de la cabane, respirant, réapprenant ce que c'était que de respirer un air qui n'essayait pas de les tuer. La cabane ne comportait qu'une seule pièce. C'était un fait qui ne l'avait jamais particulièrement dérangé. Une seule pièce convenait à une seule personne, mais maintenant qu'elle se tenait là avec Silas Vance trempé et frissonnant à côté d'elle, les dimensions de l'espace lui apparurent soudainement de manière très nette. Il y avait son lit le long du mur nord, la cheminée dominant le sud, la table de cuisine et 2 chaises entre les deux, un tapis tressé que sa mère avait fabriqué, une étagère remplie de livres, le fusil de son père au-dessus de la porte. Tout ce qu'elle possédait dans le monde était disposé dans un rayon de 10 mètres autour d'elle. « Près du feu, » dit-elle. « Je vais te chercher d'autres couvertures. » Elle lui apporta des couvertures. Toutes les couvertures qu'elle avait, qui n'étaient pas aussi nombreuses qu'elle l'aurait souhaité, et il les prit sans protester, et s'installa sur le tapis devant la cheminée, le dos contre la pierre, ses longues jambes tendues vers le feu. Elle retourna à son lit, s'allongea et fixa le plafond. Le vent hurlait dehors, le feu crépitait. Elle pouvait l'entendre respirer lentement et délibérément, la respiration d'un homme qui avait appris à réguler son corps par la volonté plutôt que par le confort. Elle ne dormit pas pendant longtemps. Le matin, ils comprirent, sans en discuter, que la tempête ne serait pas passagère. Clara avait vu le temps changer et elle connaissait sa durée comme elle connaissait la Terre. Non pas grâce à des instruments, mais grâce à une sensation dans l'air, à une façon particulière dont la température évoluait dans le comportement des animaux. Cette tempête avait du poids, elle avait de la profondeur, comme un très vieux chagrin a de la profondeur. Elle n'allait pas disparaître. Ils établirent une routine, car c'était ce qu'il fallait faire quand l'alternative était de reconnaître à quel point la situation était étrange et intime. Le matin, Silas alimentait le feu pendant que Clara préparait le café. Ils vérifiaient en ensemble les animaux, attachés à la grange et l'un à l'autre. Ils rationnaient la nourriture avec une honnêteté prudente et sans sentimentalisme. Clara exposait ce qu'ils avaient, combien de temps cela devait durer, ce qui était négociable et ce qui ne l'était pas. Silas écoutait, ajoutait des commentaires et ne bronchait pas devant les chiffres. Elle découvrait qu'il était le genre d'homme qui regardait les faits bruts sans avoir besoin qu'ils soient édulcorés au préalable, et elle trouvait cela étonnamment apaisant. Il se répartissait les tâches sans cérémonie. Il s'occupait du bois et des travaux les plus lourds. Elle s'occupait de la cuisine et des animaux. Mais les frontières s'estompaient au fil des heures, alors qu'ils se retrouvaient côte à côte à la table de la cuisine, réparant une sangle de harnais cassée parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Leurs mains travaillaient côte à côte à la lumière de la lampe, la tempête rendant le monde extérieur totalement insignifiant. Elle se surprit à parler plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois,
ce qui n'était pas difficile étant donné qu'elle n'avait parlé à presque personne depuis des mois. Mais elle parlait quand même de son père, de ce qu'il lui avait appris sur la terre, de l'étrange beauté des sources chaudes les matins d'hiver, lorsque la vapeur s'élevait en colonne comme quelque chose de sacré. Elle parla de l'été où elle avait construit la grange, de la façon dont elle avait lu les livres de menuiserie de son père à la lueur du feu chaque soir pendant un mois avant de toucher la première planche. Sia s'écoutait. Elle se rendit compte qu'il était un auditeur extraordinaire, non pas de la manière polie et théâtrale de quelqu'un qui attend son tour pour parler, mais de la manière de quelqu'un pour qui écouter était un acte d'attention sincère, presque de révérence. Il la regardait quand elle parlait. Il posait des questions qui montraient qu'il suivait non seulement les mots, mais aussi ce qui se cachait derrière eux. Et il riait de temps en temps, pas souvent, mais quand il le faisait, son visage se transformait complètement, laissant apparaître quelque chose qui était habituellement très gardé. Et le rire qui en sortait était grave, authentique et surprenant par sa chaleur. C'est le deuxième jour qu'elle le surprit en train de la regarder, mais pas de la manière dont elle avait l'habitude d'être regardée. Ce n'était pas le regard critique et évaluateur de Margaret Holloway qui parcourait sa silhouette comme si elle était du bétail à la vente aux enchères, ni le regard soigneusement détourné des gens à qui on avait appris qu'il était impoli de fixer ce qui les mettait mal à l'aise. C'était différent. Elle tendait le bras pour attraper quelque chose sur l'étagère au-dessus de la cheminée, le corps tourné vers lui dans l'espace confiné de la cabane, et elle sentit son attention avant même de le voir, une sorte de calme particulier en lui. Elle retint son souffle et baissa les yeux, croisant d'abord son regard, puis voyant ses yeux la parcourir délibérément et sans excuse de la tête aux pieds. C'était un regard pour lequel elle n'avait pas de vocabulaire. En 28 ans, rien ne lui avait donné le langage pour décrire ce qu'elle voyait sur son visage à ce moment-là. Une faim qui était tout à fait claire et pourtant totalement dépourvue d'agressivité, comme lorsqu'on regarde un homme contempler quelque chose de beau qu'il estime ne pas avoir le droit de toucher. Sa mâchoire était crispée, ses yeux étaient sombres et sérieux, et lorsqu'ils revinrent vers son visage et la surprirent en train de le regarder, il ne détourna pas les yeux. Il ne fit pas semblant de ne pas l'avoir regardé. Il soutint simplement son regard avec une fermeté qui lui disait sans mots qu'il était sincère. Quoi que ce fût, il était sincère. Clara détourna le regard la première. Elle ne savait pas comment réagir à un tel regard, et elle avait besoin d'un moment seul pour digérer cette information. Elle ajouta du bois dans le feu qui n'en avait pas besoin, et ses mains n'étaient pas tout à fait fermes. Cette nuit-là, le vent atteignit une intensité qu'elle n'avait jamais entendue. Un rugissement continu qui faisait trembler les murs de la cabane et envoyait un filet de neige s'infiltrer par l'interstice au-dessus de la porte. Ils étaient tous les deux éveillés, la lumière du feu était faible et rouge-orangée entre eux, et l'intimité de l'obscurité, de la tempête et du petit cercle de chaleur était impossible à ignorer ou à feindre. C'était le genre de situation qui supprimait les barrières habituelles entre les gens. Il n'y avait nulle part où aller. Il n'y avait pas de spectacle à offrir. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda Silas. Il était assis, le dos appuyé contre la cheminée, une couverture sur les épaules, regardant le feu dans la maison. « Depuis des années, toute ma vie dans le Wyoming, à peu près. Seul pendant 4 ans. » Oui, il resta silencieux pendant un moment. « C'est difficile, c'est comme ça, dit-elle, ce qu'elle disait toujours. Une phrase qu'elle avait polie à force de l'utiliser, et elle entendit le son qu'elle produisait dès qu'elle sortit de sa bouche, comme une porte qui se ferme. Et pour une raison quelconque, elle ne voulait pas qu'elle se referme. C'était plus difficile au début, dit-elle. Le premier hiver, je ne pensais pas que j'allais y arriver. Pas à cause de quelque chose de dramatique, juste à cause du poids de la situation. Étant le seul, Silas tourna la tête et la regarda. « Je sais quelque chose de ce poids, dit-il. » Le feu parla entre eux pendant un moment. Puis Clara a demandé « D'où venez-vous, Monsieur Vance, avant le Wyoming ?» Quelque chose a bougé sur son visage. « De partout et de nulle part, répondit-il. Du Kansas, du Missouri, du Texas pendant un certain temps. » Il fit une pause, il sourit. « J'ai beaucoup déménagé, j'ai fui ou erré. » Il la regarda fixement. Elle l'avait pris au dépourvu et elle en tira une petite satisfaction personnelle. Puis il lui dit la chose la plus honnête qu'elle ait entendue de la bouche d'une autre personne depuis longtemps. « Fuir, dit-il. Surtout fuir. » Elle acquiesça. « De quoi? »
Le feu crépitait dehors. Un bruit entre un craquement et un gémissement venait du toit où la neige pesait sur la charpente. Ils levèrent tous deux les yeux involontairement, puis se regardèrent à nouveau. De ce que je suis, dit finalement Silas. De ce que j'étais, elle aurait dû en rester là. Toute personne sensée l'aurait laissé là. Mais Clara Higgins avait passé 4 ans sans personne à qui parler. Et elle comprenait la différence entre un silence reposant et un silence qui masquait une pression qui finirait par s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Elle pouvait le voir en lui. La tension particulière de quelqu'un qui porte un fardeau devenu trop lourd à porter seul. Dis-moi, dit-elle simplement. Il la regarda longuement. Tu ne vas pas aimer. Probablement pas, aimit-elle. Dis-moi quand même. Il lui raconta alors qu'il avait été un pistolero. Pas au sens où on l'entend dans les romans populaires. Pas une figure romantique en manteau impeccable, rendant justice à la frontière d'une main ferme et avec une conscience tranquille. Il avait été de l'autre genre, le genre qui était engagé, le genre qui allait là où l'argent le menait et ne posait pas trop de questions sur la destination. Il avait écrit avec des hommes dont les noms étaient connus dans des territoires où de tels noms avaient une connotation terrible. Et il avait fait des choses au service de ces hommes qu'il ne pouvait minimiser ni par le contexte, ni par le passage du temps. Il le dit clairement, sans euphémisme, car il semblait avoir pris la décision d'être honnête, et cette décision lui coûtait quelque chose de visible à chaque mot. Il lui parla d'une ville du Kansas, d'une famille, d'un incendie qu'il n'avait pas allumé mais qu'il n'avait pas arrêté, car l'homme qui l'avait engagé voulait cette propriété et arrêter l'incendie aurait signifié s'opposer à lui. À cette époque, Silas Vance n'avait pas encore appris qu'il y avait des choses qui valaient la peine de s'opposer à quelqu'un. Il lui raconta tout cela, et sa voix resta calme jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, jusqu'à ce que, au milieu de sa description de ce qu'il avait vu une fois l'incendie terminé, quelque chose dans son visage se brisa. Pas de façon dramatique, pas avec des sanglots, mais avec l'effondrement silencieux d'un mur qui retenait l'eau depuis trop longtemps. Des larmes coulèrent sur son visage sans qu'il puisse les retenir. Il ne fit aucun geste pour les essuyer. Je suis parti après ça. Il dit, j'ai tout laissé derrière moi. Je n'ai plus touché une arme depuis que j'essaie de trouver quelque chose que je peux supporter chez moi, d'essayer de trouver un moyen d'être quelqu'un qui ne détruit pas ce que j'étais. Il s'est arrêté. Je ne sais pas si c'est possible. Clara resta silencieuse. La tempête hurlait. Elle regarda cet homme qui était sorti de nulle part et était entré dans sa vie à moitié gelé, affamé et portant en lui suffisamment de blessures pour remplir une pièce. Et elle ressentit quelque chose de grand et de simple, qui n'était ni tout à fait de la pitié, ni tout à fait de l'amour, mais qui contenait les germes des deux. Elle pensa à sa famille au Kansas. Elle réfléchit honnêtement, comme lui avait été honnête avec elle, et elle fit son évaluation. Puis elle se leva de sa chaise, traversa les quelques mètres de tapis tressés qui les séparaient et s'assit à côté de lui sur le sol, suffisamment près pour que leurs bras se touchent et que la chaleur de son corps, sa chaleur ample, réelle et démodée, soit une chose physique contre son flanc. Il resta immobile. « Tu ne peux pas le rendre, dit-elle. Que s'est-il passé? Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait. » Mais un homme qui n'éprouvait rien à ce sujet ne serait pas assis ici à pleurer devant une femme qu'il connaît à peine. Il dormirait paisiblement. Elle fit une pause. Le fait que tu ne puisses pas dormir ne fait pas de toi quelqu'un de bien. Mais cela signifie que tu n'es pas aussi perdu que tu le penses. Il tourna la tête et la regarda. Son visage était très proche, le feu rendait tout ambré et ombragé. « Tu es remarquablement facile à parler, dit-il d'une voix un peu rauque. Compte tenu de quoi? Compte tenu du fait que je t'ai donné toutes les raisons de me jeter dehors dans la neige. La neige essaie de te tuer. » Clara dit, « Je n'ai aucun intérêt à aider la neige. » Quelque chose se passa sur son visage. Puis, ce rare craquement, la chaleur qui se cachait derrière toute cette immobilité gardée, et il laissa échapper un son qui ressemblait presque à un rire, brisé sur les bords. Il appuya sa tête contre la pierre de l'âtre et regarda le plafond avec une expression qu'elle ne pouvait décrire que comme du soulagement. Le soulagement spécifique d'une personne qui a avoué et qui, contre toute attente, s'est rendu compte qu'elle n'avait pas été détruite par ses aveux. Clara ne s'éloigna pas. Elle resta où elle était, son épaule contre la sienne,
Et peu à peu, elle sentit la tension rigide de son corps commencer à s'atténuer progressivement, comme la glace qui fond au printemps. Pas d'un seul coup, mais de manière continue, irréversible, comme les choses changent lorsque les conditions sont enfin réunies pour qu'elles changent. Je n'en ai parlé à personne, dit-il d'une voix plus calme. Pas un mot, pas incisant. Je sais, dit-elle. Comment le sais-tu? Parce que tu en as parlé comme si cela avait été enfermé dans une boîte. Elle sentait son regard posé sur son profil, mais elle garda les yeux fixés sur le feu. Les choses qui sont dites deviennent plus légères. Les choses qui restent enfermées dans des boîtes deviennent plus lourdes. Ce que tu viens de me dire était très lourd, de long silence. Puis sa main trouva la sienne sur le tapis entre eux. Sans la saisir, il posa simplement ses doigts contre ses jointures. Le contact le plus léger possible, comme s'il posait une question avec tant de précaution qu'il pourrait prétendre ne pas l'avoir posée si elle ne voulait pas y répondre. Clara baissa les yeux vers leurs mains. Les siennes étaient colleuses, marquées de cicatrices et tremblaient légèrement. Les siennes étaient rouges, fortes, grandes et habiles, les mains d'une femme à qui personne n'avait jamais dit qu'elles étaient belles. Elle retourna sa main et tint la sienne à l'extérieur. La tempête continuait de régner en maître sur le monde. À l'intérieur, à la lueur du feu, dans une petite pièce chaleureuse qui était devenue la seule pièce existante, quelque chose se passait entre deux personnes brisées et solitaires. Quelque chose qui n'était ni sûr ni simple. C'était en fait la chose la plus dangereuse qu'ils aient risquée depuis des années. Le risque d'être connu. Le risque d'être vu. Le risque de laisser une autre personne entrer dans la pièce fermée à clé où l'on gardait la version la plus authentique de soi-même, la version non édulcorée et tout à fait réelle, et d'attendre de voir ce qu'elle en ferait. Silas Vance regarda Clara Higgins à la lueur du feu. Il regarda la ligne forte de sa mâchoire, la courbe de son épaule, sa plénitude que le monde avait toujours qualifiée d'excessive, et qu'il comprenait maintenant comme étant simplement plus de chaleur, plus de force et plus de présence que les petites personnes ne pouvaient accueillir, et ce qu'il ressentait était quelque chose dont il était convaincu depuis 6 ans qu'il avait perdu le droit de ressentir. Il ressentait, dans le coin le plus dévasté et le plus vulnérable de lui-même, quelque chose qui commençait à s'imposer comme de l'espoir. Clara sentit son regard. Cette fois, elle ne détourna pas les yeux. « Va dormir, dit-elle doucement. La tempête ne va pas s'arrêter. Moi non plus, dit-il. Ce n'est ni une promesse ni une déclaration, juste un fait. Il le dit simplement, comme il disait toutes les choses les plus vraies. Clara laissa cette phrase s'installer dans la pièce, à côté de la lumière du feu et du vent, et elle découvrit avec un étonnement tranquille qu'elle en était heureuse. Après 3 jours de tempête, le monde s'était réduit à la taille d'une pièce, et Clara avait cessé de prétendre que c'était une épreuve. Au 4e matin, elle se réveilla et trouva Silas déjà à la fenêtre. Debout, son café dans les 2 mains, dos à elle, il observait le néant blanc à l'extérieur avec l'attention concentrée d'un homme lisant quelque chose dans une langue que la plupart des gens ne pouvaient pas voir. La tempête faisait toujours rage. Elle le savait avant même d'être complètement réveillée. Le bruit était désormais si constant qu'il était devenu une sorte de silence, un rugissement de fond sur lequel tout le reste se déroulait. Mais elle pouvait deviner, à la position de ses épaules, qu'il lisait quelque chose de précis dans ce qui se trouvait dehors, une nuance de violence dans le vent que son oreille les moins exercée ne percevait pas. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. Sa voix était rauque à cause du sommeil, il se tourna légèrement. La tonalité a changé il y a environ 1 heure, plus aiguë. La température continue de baisser. Il marqua une pause. Cela va durer encore 2 ou 3 jours au moins. Clara s'assit, repoussa ses cheveux en arrière et s'efforça d'examiner la situation avec lucidité, une discipline qu'elle avait apprise de son père et affinée au cours de 4 années de solitude forcée. Ils avaient de quoi manger pour 5 jours s'ils faisaient attention. Pour 4, peut-être 5 si le vent restait suffisamment faible pour que le foyer puisse fonctionner efficacement. Depuis minuit, le toit grinçait d'une nouvelle manière, émettant un son grave et périodique, comme une plainte qui se transformait peu à peu en déclaration. Elle avait elle-même refait le toit à l'automne précédent et avait confiance en son travail. Mais elle ne l'avait pas refait pour cela. Personne n'avait construit quoi que ce soit dans cette région pour cela. « Le toit, dit-elle, je sais. » Il se tourna complètement vers elle. Après le petit déjeuner,
Je veux monter là-haut si le vent le permet. Enlever une partie du poids de la neige accumulée sur la pente nord. Tu vas te tuer. J'utiliserai la corde. Il le dit sans dramatiser. Il disait les choses pratiques de cette manière, comme si le risque n'était qu'une variable supplémentaire à prendre en compte, plutôt qu'une raison de ne pas essayer. Elle avait fini par reconnaître cette qualité chez lui, cette façon d'évaluer le danger sans le minimiser ni le dramatiser, ce qui était plus rare qu'il n'aurait dû l'être et sur laquelle elle s'appuyait plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Ils prirent leur petit déjeuner et le vent prit la décision à leur place. Il ne faiblit pas. Au contraire, il se renforça, un vent violent et soutenu qui frappait la cabane par vagues et faisait vaciller les flammes des lanternes malgré les portes fermées. Silas resta debout à la fenêtre pendant 20 minutes, puis s'en détourna, la mâchoire crispée d'une manière qui signifiait qu'il avait accepté quelque chose qui ne lui plaisait pas. Pas aujourd'hui, dit-il. Non, acquiesça Clara. Ils firent donc ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Ils s'en sortirent. Ils trouvèrent de petites tâches utiles qui occupèrent leurs mains et leur esprit, loin des murs qui commençaient à leur sembler non pas oppressants, mais différents, comme s'ils avaient été choisis plutôt qu'imposés. Clara répara un harnais qui n'avait pas besoin d'être réparé de toute urgence. Silas affûta toutes les lames de la propriété avec une pierre humide et une concentration rythmique patiente qu'elle trouvait presque hypnotique à regarder. Il parlait quand la conversation venait naturellement et restait silencieux quand ce n'était pas le cas. Et cette aisance, cette absence de performance dans les deux sens, était quelque chose que Clara ne cessait de remarquer, car cela ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait connu auparavant. Le quatrième après-midi, Silas lui posa des questions sur les femmes de la ville. Elle était assise à la table de la cuisine et leva les yeux du tissu qu'elle était en train de plier. « Quel Hyams! Tu es rentré de Millhaven le premier jour et ton visage était particulièrement fermé, dit-il. Il était assis en face d'elle, la pierre humide toujours dans les mains. J'ai déjà vu ce genre de vêtements. Ce n'est pas de la colère. C'est quelque chose qui a été refoulé sous la colère pendant longtemps. » Clara resta silencieuse pendant un moment. Le feu crépitait dans la cheminée. Elle eut l'idée fugace de détourner la conversation, de la rediriger, de la minimiser. Elle avait beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais elle s'était assise à côté de cet homme 3 nuits auparavant, alors qu'il pleurait sur la pire chose qu'il ait jamais faite. Elle lui avait tenu la main sans broncher, et elle pensait que le moins qu'elle lui devait était peut-être la même chose. Margaret Holloway, dit-elle, et sa belle-sœur. Techniquement, elles n'ont rien dit. Techniquement, elles ne disent jamais rien. Elles sont très douées pour causer des dégâts sans laisser de traces. Elle posa le tissu. Elles me regardèrent. La façon dont les gens regardent une chose qui ne cadre pas, et elles dirent quelque chose. Une demi-phrase en réalité, sur la chance que j'avais de vivre si loin, où je ne pouvais déranger personne. Sa voix resta calme. Elle était douée pour cela aussi. Elle faisait allusion à ma taille. Elles font toujours allusion à ma taille. Silas la regardait avec cette attitude attentive qu'elle avait appris à connaître. Sans attendre, sans préparer sa réponse, il écoutait simplement ce qu'elle disait. « Depuis combien de temps est-ce comme ça ?» demanda-t-il. « Depuis que j'ai 12 ans. » Elle le dit d'un ton neutre. « J'ai grandi vite et je suis devenue grande, et je n'ai jamais eu la silhouette que les femmes du Wyoming sont censées avoir. Ma mère disait que j'étais faite pour un autre siècle, un siècle plus robuste. » Une pause. Je pense qu'elle le disait gentiment. Silas posa la pierre humide sur la table et la regarda avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer immédiatement. Ce n'était pas de la pitié qui l'aurait blessée, mais quelque chose de plus complexe et de plus intense. Quelque chose qui dégageait de la chaleur. « Je peux taire quelque chose ?» demanda-t-il. « Et tu peux me dire d'arrêter si ça te dérange ?» hésita-t-elle. « Vas-y. » La première fois que je t'ai vu, dit-il, c'était sur le banc de ce chariot qui roulait vers moi dans le froid. Et la première pensée que j'ai eue avant de savoir quoi que ce soit à ton sujet, avant que tu n'aies dit un mot, c'était que tu étais la femme la plus remarquable que j'avais jamais vue de ma vie. Il le dit simplement, sans fioriture. La façon dont il disait des choses vraies, non pas malgré quoi que ce soit, mais à cause de tout. La façon dont tu t'assieds droite face au vent. La façon dont tu tenais les rênes. Tu avais l'air d'avoir été faite pour être exactement ce que tu étais et de ne pas avoir passé un seul jour à t'en excuser. Il fit une pause.
Je sais que ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Je sais qu'on t'a dit quelque chose de très différent pendant très longtemps. Je ne te demande pas de me croire par-dessus tout cela, mais j'ai besoin que tu saches que ce que ces femmes voient et ce que je vois ne sont pas de la même chose. La cabane était très calme, à l'exception de la tempête et du feu. Clara le regarda longuement. Sa gorge était nouée. Elle n'était pas une femme qui pleurait facilement. Elle avait pleuré dans le wagon qui la ramenait de Millhaven ce jour-là parce qu'elle était fatiguée, pas faible, et elle connaissait la différence. Mais quelque chose dans son visage, dans ses paroles et dans leur honnêteté totale et sans concession faisait pression sur quelque chose qui avait été refoulé pendant très longtemps. « Tu ne fais pas ça par gentillesse, dit-elle. Ce n'était pas vraiment une question. » Non, répondit-il. Je le fais parce que c'est vrai, et il me semblait mal de te laisser continuer sans le savoir. Elle se leva de table, alla à la fenêtre, regarda le néant blanc à l'extérieur et respira profondément jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau se contrôler. Elle sentait qu'il ne la suivait pas, qu'il ne la pressait pas, qu'il lui laissait l'espace nécessaire pour faire ce qu'elle avait à faire avec ce qu'il venait de lui donner. Cette retenue, elle commençait à la comprendre aussi comme une partie de sa personnalité, comme le fait qu'il comprenait la différence entre offrir et imposer. « Merci, dit-elle finalement. Elle ne se retourna pas. « Tu n'as pas à me remercier de dire la vérité, dit-il. Elle l'entendit reprendre la pierre humide, entendit le rythme régulier de ses coups contre la lame, et elle resta debout près de la fenêtre jusqu'à ce que l'oppression dans sa poitrine se transforme en quelque chose de plus chaud et de moins aigu. Puis elle retourna à la table, et ils s'assirent ensemble à la lumière de la lampe, et ne parlèrent plus pendant un moment. Et le silence était différent maintenant, d'une manière qu'elle ne pouvait pas nommer, mais qu'elle ressentait dans chaque partie de son être. C'est ce soir-là qu'elle le laissa s'approcher suffisamment pour toucher ses cheveux. Il l'avait remarqué, ou elle l'avait mentionné, elle ne se souvenait plus comment cela avait commencé, que la tresse dans laquelle elle gardait ses cheveux s'était nouée à la base de son cou après plusieurs jours de tempête et de confinement forcé. Elle s'en était inquiétée avec ses doigts, aggravant la situation, et il avait simplement dit « Calme-toi, laisse-moi faire ». Elle était restée immobile pendant un long moment, puis lui avait tourné le dos. Ses doigts restèrent longtemps dans ses cheveux, patients et prudents, démêlant le nœud mèche par mèche sans tirer, et elle s'assit bien droite sur le tabouret, regarda le feu et essaya de gérer ce que cela signifiait d'être touché doucement par une autre personne, après 4 ans sans toucher personne et sans être touché par personne. C'était plus difficile à gérer qu'elle ne l'aurait imaginé. En fait, c'était presque insupportable tant c'était agréable, et elle dut se concentrer intensément sur le feu pour rester calme. « Voilà, dit-il doucement. Une fois le nœud défait, elle ne bougea pas immédiatement, lui non plus. Puis le toit se mit à parler. Ce n'était pas le gémissement plaintif qu'elle entendait depuis des jours. C'était quelque chose de plus aigu et de plus définitif. Une fissure qui venait du coin nord au-dessus de la cuisine et qui se propageait dans toute la structure, de telle sorte qu'elle la sentait dans ses pieds autant qu'elle l'entendait avec ses oreilles. Elle se leva du tabouret avant que le bruit ne s'éteigne, se déplaçant instinctivement vers le centre de la pièce. Silas fut à ses côtés en un instant, et ils levèrent tous deux les yeux. Une fine fissure était apparue dans la poutre au-dessus du mur nord. Et tandis qu'ils observaient, une fine couche de neige s'y infiltra et tomba à travers la lumière de la lanterne, comme quelque chose de paisible et de tout à fait alarmant. « Northridge est en train de s'effondrer, » dit Silas. « Attends, j'aurais dû insister davantage pour monter là-haut hier. Tu as toi-même parlé du vent. Je sais ce que j'ai dit. Il était déjà en train de s'habiller, enfilant son manteau, réfléchissant. Il s'arrêta, une main sur la porte. Si ce coin cède, tout le mur nord sera compromis. Nous devons éloigner de ce mur tout ce que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Les réserves de nourriture, les affaires de ton père. Mettez-les du côté sud. » Près de l'âtre, ils travaillèrent rapidement. Clara déplaça les réserves de nourriture, les conserves, les livres de menuiserie de son père, le tapis tressé de sa mère, les vêtements d'hiver, le fusil au-dessus de la porte. Silas a déplacé les meubles, traînant la lourde table d'une seule main pour dégager le coin nord, travaillant avec la rapidité contenue et efficace de quelqu'un qui s'était déjà préparé à des situations difficiles. Le toit gémissait sans cesse, pas encore avec ce craquement aigu,
mais avec une protestation continue et sourde sous le poids de la neige, comme si quelque chose se décidait. Silas a enfilé son manteau et ses bottes et l'a regardé. « Je monte », a-t-il dit. « Le vent. Si je ne le fais pas, ce coin s'effondrera avant le matin. » Il le dit sans dramatiser. « J'ai déjà travaillé dans des conditions pires que ça. » Elle le regarda pendant 2 secondes, le jaugea, l'évalua, puis décrocha son propre manteau du crochet. « Alors je serai ton assureur. Tu ne montes pas là-haut sans que quelqu'un tienne la corde. » Il commença à dire quelque chose et elle leva la main. « Non, dit-elle simplement. « Non. » Il ferma la bouche. Ils sortirent ensemble et ce fut d'une expérience différente de celle de la grange. La première nuit, elle était seule, luttant seule contre la tempête. Et maintenant, elle avait un autre corps à ses corps et le poids de 2 objectifs combinés en un seul, et même contre la violence hurlante du blizzard, il y avait quelque chose dans cela qui la rendait plus stable. Elle tenait la corde enroulée autour de la base de la cheminée et la faisait passer entre ses mains gantées. Alors que Silas montait à l'échelle, elle s'agrippa à l'avant-toit et grimpa dans l'obscurité blanche et rugissante au-dessus d'elle. Elle surveilla la corde et sentit à travers elle la tension qui lui indiquait qu'il était toujours là-haut, toujours en train de travailler, toujours en vie. Il resta là-haut pendant 20 minutes. Elle perdit toute sensation dans ses pieds au bout de 5 minutes. Elle tint la corde. Quand il redescendit, il était transi de froid. Il bougeait mal, avec les mouvements saccadés et imprécis d'un homme dont les extrémités avaient cessé de fonctionner. Elle le fit entrer, lui ôta son manteau et ses gants, le poussa vers la cheminée, prit ses mains entre les siennes et les frotta vigoureusement jusqu'à ce que le sang recommence à y circuler. Il poussa alors un son qui n'était pas tout à fait un juron, mais qui s'en rapprochait. « Tu l'as » demanda-t-elle, après avoir franchi la crête nord et le coin. « Ça devrait tenir maintenant. » Il la regarda, le visage rouge de froid. « Tu as tenu cette corde tout le temps. C'était ton travail, dit-elle. » Il regarda ses mains toujours enroulées autour de ses doigts, alors que la chaleur revenait, recroquevillée et retenue. Pas de manière théâtrale. « Il a juste tenu Clara, dit-il, juste son nom. » Mais la façon dont il l'a dit en a fait quelque chose de complètement différent. Le début d'une phrase qui n'avait pas besoin du reste des mots pour transmettre son sens. Elle réfléchissait encore à ce qu'elle allait dire quand un bruit se fit entendre à l'extérieur. Pas la tempête, sous la tempête. Un bruit qui avait un sens. Elle s'immobilisa. Lui aussi. Elle l'entendit à nouveau. Une voix. Plus d'une. Puis, sans aucun doute, quelque chose qui frappait la porte. Pas le temps, pas des débris emportés par le vent. Un point. Silas traversa la pièce avant que l'écho ne se soit éteint. Sa main se dirigea vers sa ceinture avant qu'il ne semble réaliser ce qu'il cherchait et s'arrête. Elle resta suspendue à son côté, vide, son visage se fermant sur quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose d'autre, quelque chose qui savait quel genre d'homme frappait aux portes isolées au milieu d'une tempête de neige. Clara passa devant lui et prit le fusil qu'elle avait suspendu au-dessus de la porte. Elle le vérifia avec l'habileté d'une femme qui maniait les armes à feu depuis l'âge de 8 ans, puis elle le regarda. « Restez loin de la porte, dit-elle. » Sa voix était calme et très posée. « Clara, je sais, dit-elle. Je sais de quoi il s'agit. » Elle le savait parce que Josiah Thorne avait un style particulier, et son style consistait à envoyer des hommes lorsqu'il voulait faire quelque chose qu'il ne voulait pas voir associé à son nom. Elle savait au plus profond d'elle-même que cela allait arriver. Elle ne savait pas que cela arriverait pendant la pire tempête depuis 30 ans. Mais d'après son expérience, la cruauté attendait rarement des conditions météorologiques favorables. Elle posa la main sur la poignée de la porte. Silas se plaça à côté d'elle et non devant elle. Il ne prit pas la posture protectrice d'un homme qui soulage une femme d'un problème, mais se tint à ses côtés, son épaule contre la sienne. Il serra les mâchoires, le regard droit devant lui, les mains vides serrées en poing, prêtes à agir même sans savoir ce qu'elles allaient saisir. Dehors, le poing frappa à nouveau la porte. Plus fort. « Ouvrez !» dit une voix grave, directe, dépourvue de toute courtoisie. « J'ai affaire à Clara Higgins. Une affaire de Thorne. Ouvrez cette fichue porte. » Clara regarda la porte. Elle sentit Silas à côté d'elle. Elle sentit son calme absolu. Le souffle retenu d'un homme qui luttait contre quelque chose de très ancien et de très ancré en lui.
Un réflexe acquis au fil des ans qui allait à l'encontre du serment qu'il avait fait après les événements du Kansas. Elle pensa au titre de propriété de son terrain qui se trouvait dans la boîte en fer blanc, sous le plancher, sous la cheminée. Elle pensa aux mains de son père qui avait construit cette cabane. Elle pensa à la vapeur qui s'élevait de la source chaude les matins d'hiver, s'élevant comme quelque chose qui refusait de s'éteindre. Elle regarda Silas. Il la regarda à son tour, dit-elle. Il acquiesça, et quelque chose bougea sur son visage. Ce n'était pas de la résignation, ni le sombre réveil de l'homme qu'il était autrefois, mais quelque chose de plus difficile à nommer et de plus important. Le regard d'un homme qui, après des années de fuite, a trouvé quelque chose qui vaut la peine de s'arrêter, quelque chose qui vaut la peine de se battre. Le regard, réalisa-t-elle, d'un homme qui avait fait son choix. Clara souleva le loquet. La porte s'ouvrit dans la tempête et les hommes entrèrent ensemble, apportant avec eux le froid comme une arme déjà dégainée. Et ce qui se passa ensuite leur coûta presque tout et leur rendit quelque chose dont aucun d'eux n'avait cru jusqu'à ce moment-là qu'ils avaient encore le droit de garder. Ils étaient 4. Ils franchirent la porte comme des hommes à qui on avait dit que leur adversaire était une femme seule, ce qui signifiait qu'ils entrèrent sans précaution, avec l'attitude désinvolte et méprisante de ceux qui ont déjà décidé de l'issue d'une situation. Le premier avait le visage comme du bois brut, des traits plats, de petits yeux, une cicatrice qui allait de son oreille gauche au coin de sa bouche en une ligne trop droite pour être accidentelle. C'était lui qui avait frappé. Derrière lui venaient 2 autres, maigres et semblables, comme le sont les hommes qui ont vécu assez longtemps la même vie difficile pour commencer à se ressembler. Et enfin venait un 4e, plus âgé, avec une barbe grise et le regard attentif de quelqu'un qui avait été engagé non pas pour ses points, mais pour son jugement sur le moment où il fallait utiliser d'autres. Le froid qu'ils apportaient était immédiat et physique. Il fit baisser la température de la cabane de 10 degrés en quelques secondes. La tempête s'engouffra par la porte ouverte derrière eux et envahit chaque recoin de la chaleur que Clara et Silas avaient passé 4 jours à préserver. Clara le sentit sur son visage et ses mains, mais elle ne recula pas. Le grand regarda le fusil dans ses mains sans se soucier particulièrement. La façon dont un homme regarde un obstacle qu'il a déjà calculé. Puis ses yeux se posèrent sur Silas et quelque chose changea dans son évaluation. Un petit recalibrage, l'ajustement mineur de quelqu'un qui a rencontré une variable inattendue, dit « Nous avons affaire à Clara Higgins ». Le grand dit que sa voix avait l'autorité plate d'un homme habitué à détenir l'autorité. Je ne me souviens pas que Thorne ait mentionné un employé. Il n'est pas engagé, dit Clara. Sa voix était calme et sèche, exactement ce dont elle avait besoin. Et vous êtes dans ma maison sans y avoir été invité. Dites ce que vous avez à dire et partez. Le grand sourit. C'était le genre de sourire qui n'impliquait pas du tout les yeux. Thorne veut l'acte ce soir. Storm retient le Marshal à Millhaven et ne sera pas libre avant plusieurs jours. Personne ne viendra donc et personne ne sait que nous sommes ici. Il fouilla dans son manteau et en sortit un papier plié, un document qui semblait officiel, mais qu'elle comprit être une mise en scène. Vous signez ce transfert, nous partons, et vous et vos amis passez le reste de l'hiver en vie. Voilà l'offre. Ce n'est pas une offre, dit Silas. Sa voix était plus calme que celle de Clara et, d'une certaine manière, plus dangereuse. Tout comme une étendue d'eau très calme suggère une profondeur que l'eau en mouvement ne suggère pas. Il s'était légèrement déplacé, pas vers l'avant, pas de manière agressive, juste vers une position plus avantageuse, qui le plaçait à un angle par rapport aux 4 hommes et lui donnait plus d'espace. Elle le remarqua sans le regarder directement. Elle remarqua qu'il les avait évalués comme elle l'avait fait, qu'il les avait comptés, qu'il avait mesuré la distance qui le séparait de chacun d'eux. L'ancienne connaissance se réveilla. « Fiston, dit celui à la barbe grise, parlant pour la première fois, les yeux attentifs posés sur Silas, je te recommande de bien réfléchir à ton implication dans un litige immobilier entre M. Thorne et Mlle Higgins. Cela ne vous concerne pas. Tout ce qui se trouve dans cette pièce me concerne, dit Silas. Un moment de silence. Le feu crépitait. Dehors, la tempête jouait son orchestre soutenu de vent et de froid, indifférente à ce qui se passait à l'intérieur de la cabane, et dans ce silence, Clara sentit la situation se cristalliser dans sa forme réelle. Pour des hommes armés et prêts à utiliser leurs armes si l'alternative était de repartir les mains vides,
2 personnes avec un fusil et 4 jours de survie ensemble, déjà derrière elles, et un plancher quelque part sous lequel se trouvait la boîte en fer blanc qui contenait la seule chose qui comptait. La main du grand homme se dirigea vers son étui, et Clara leva le fusil, et la pièce se réorganisa immédiatement autour de ce fait. Les 2 hommes minces sortirent leurs armes et Silas bougea. Ce qui se passa dans les 90 secondes qui suivirent n'était pas ordonné. Il n'y avait pas de narration claire, pas de séquence de cause à effet facile à suivre après coup. Il y avait de la vitesse et de la violence, et le chaos particulier qui éclate lorsque plusieurs personnes aux intentions contradictoires occupent simultanément un petit espace. Silas s'empara du grand avant que son arme ne soit complètement dégainée. Une main sur le poignet et l'autre sur le coude, et le bruit que fit de l'articulation n'était pas net, et l'arme du grand tomba sur le sol. Clara tira une fois au plafond, non pas pour tuer, pas encore, mais pour créer la demi-seconde de recul dont elle avait besoin, et elle l'obtint. Et dans cette demi-seconde, elle frappa le visage du maigre le plus proche avec la crosse de son fusil et sentit l'impact remonter le long de ses bras. Il s'effondra. Le deuxième maigre avait levé son arme, et Clara ne pouvait pas l'atteindre à temps, elle en était certaine. Puis Silas s'interposa entre elle et le pistolet dans un mouvement qu'elle ne put expliquer complètement par la suite. Il traversa la pièce et posa sa main sur le bras armé de l'homme, le forçant à lever le fusil au moment où celui-ci tirait, la balle se logeant dans le toit et faisant pleuvoir des éclats de bois et de la neige dans la lumière du feu. Ils s'enfoncèrent ensemble dans le mur, qui en fut secoué, et une bûche se déplaça quelque part au-dessus, laissant passer un nouveau filet de neige par la fissure. Silas frappa l'homme 2 fois, rapidement et avec précision, et les jambes de l'homme cessèrent de fonctionner. L'homme à la barbe grise n'avait pas bougé. Il se tenait près de la porte, son arme à la main, et ses yeux attentifs avaient fini leur évaluation et étaient arrivés à une conclusion. Il regarda l'homme corpulent qui tenait son bras brisé, puis les 2 hommes à terre. Puis il regarda Silas, qui s'était tourné vers lui, et ce qu'il vit sur le visage de Silas confirma ce qu'il soupçonnait depuis le moment où il était entré. « Je te connais », dit calmement l'homme à la barbe grise. « Je ne connais pas ton nom, mais je sais qui tu es. » « Qui tu étais ?» Silas ne dit rien. Il respirait difficilement, mais son regard était fixe et immobile. Ce terrible immobilité qui était pire que le mouvement. « Cela n'en vaut pas la peine, dit l'homme à la barbe grise. Et dans sa voix prudente, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait de la pitié, mais qui s'apparentait au pragmatisme professionnel. Il rangea son arme dans son étui. Thorne ne paye pas assez pour cela. Il regarda Clara. « Mademoiselle Higgins, dit-il d'un ton presque respectueux. Puis il prit le bon bras de l'homme corpulent par le bras valide, le releva et se dirigea vers les 2 hommes à terre pour les réveiller. Clara continua de les tenir en joue avec son fusil, tandis que Silas restait où il était et respirait. En moins de 3 minutes, les 4 hommes étaient de nouveau dehors dans la tempête. Elle traversa la pièce, jeta la barre en travers de la porte, s'y adossa, le fusil à la main, et laissa les tremblements venir, car ils avaient été présents tous derrière son calme. Et maintenant, il n'y avait plus rien qui exigeait ce calme. Silas était là en un instant, sans la toucher, pas immédiatement, il s'approcha comme il avait appris à s'approcher d'elle, avec patience lui laissant le choix. Elle leva les yeux vers lui et il la regarda en retour. Son visage n'était pas encore tout à fait revenu de là où il était parti pendant la bagarre. Il portait encore quelque chose de l'autre homme, celui qui avait été enfermé pendant 6 ans, et elle pouvait voir le prix qu'il avait payé pour cela. La dévastation particulière d'avoir découvert que ce que vous avez essayé de ne pas être est toujours parfaitement accessible. Que votre ancien moi vous va aussi naturellement qu'un manteau que vous n'avez pas porté depuis des années. Vos mains, dit-elle. Il les regarda. Ses jointures étaient fendues. Je sais. Venez à la lumière. Elle nettoya ses mains à la table de la cuisine, à la lueur du feu, travaillant avec soin. Et il s'assit et la laissa faire, et ils ne parlèrent pas pendant un moment. La tempête dehors était de la même que d'habitude. La cabane produisait plusieurs nouveaux bruits. Les poutres du toit avaient bougé, l'espace au-dessus de la porte devait être rebouché, le plancher près du mur nord avait été endommagé pendant la lutte. Mais les murs étaient debout, le feu brûlait, la boîte en fer blanc était toujours sous le plancher et ils étaient tous les 2 encore en vie.
Tu lui as cassé le bras, dit-elle. C'était un constat, pas une accusation. Oui, il m'aurait tiré dessus. Oui, une pause. Je sais ce que j'ai fait, Clara. Je sais comment ça s'est passé. Je ne vais pas faire comme si ce n'était pas le cas. Sa voix était bêta, rauque et honnête, comme elle l'avait toujours été, sans douceur pour l'adoucir. Je pensais avoir tourné la page. 6 ans à essayer de l'oublier, et tout est revenu en 4 secondes. Clara posa le chiffon qu'elle utilisait et le regarda droit dans les yeux. Tu sais ce que j'ai vu pendant ces 4 secondes? Il secoua la tête. J'ai vu un homme faire un choix. Elle a dit, le vieil homme, celui dont tu as si peur, n'y aurait pas réfléchi du tout. Il l'aurait fait comme on écrase une mouche. Ce que je t'ai vu faire ce soir, c'était réfléchi. J'étais présente dans tes pensées. Elle a soutenu son regard. Tu protégeais quelque chose qui était différent de ce que tu étais. Il la regarda longuement, avec dans les yeux quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la détresse. Puis il acquiesça d'un signe de tête. La façon dont il acquiesçait face à la vérité. Le toit se fit à nouveau entendre. Cette fois, ce n'était pas un craquement ou un gémissement, mais quelque chose de beaucoup plus définitif. Un bruit profond et résonnant, comme un coup de feu qui n'en était pas un, puis un grincement qui partit du coin nord et traversa le plafond en diagonale. Et enfin, le coin nord du toit s'effondra. Il ne s'effondra pas entièrement. Les poutres principales soutinrent celles dont Célus avait déblayé la neige plus tôt, mais le coin s'effondra dans une cascade de neige et de bois brisés qui emporta la partie au-dessus de la cuisine et laissa entrer le froid avec la force de la tempête elle-même. Le vent s'engouffra dans le ciel ouvert au-dessus de la table où ils étaient assis quelques instants auparavant. La cheminée tint bon, le mur sud tint bon. Mais le corps nord de la cabane était désormais exposé à l'hiver du Wyoming, et en quelques minutes, la température chuta en chute libre. Ils avaient peut-être 20 minutes avant que le feu ne perde sa bataille contre l'air exposé, la boîte. Silas dit que Clara était déjà à genoux devant la cheminée, soulevant les planches du plancher. La boîte en fer blanc était froide dans ses mains, avec à l'intérieur l'acte de propriété, les lettres du bureau foncier et les documents d'arpentage que son père avait classés. Toutes les preuves écrites de ce qu'était cette terre et de tout ce que Thorne voulait lui prendre. Elle l'enveloppa dans une toile cirée et la glissa dans son manteau contre son corps. « Que prenons-nous » demanda Silas. Il était déjà en train de rassembler les provisions les plus importantes, les réserves de nourriture qu'elle avait déplacées vers le mur sud, les manteaux et les couvertures les plus chauds, tout ce que nous pouvons emporter en 5 minutes, répondit Clara. Et ensuite, nous courons, Clara. Il s'arrêta et la regarda, et elle comprit ce qu'il y avait dans son regard. Il savait ce qu'elle laissait derrière elle. Il savait ce qu'était cette cabane. « Je suis désolé. » Elle regarda le foyer que son père avait construit de ses propres mains avec des pierres de rivière. Elle regarda l'endroit où se trouvait le tapis de sa mère, qu'elle avait maintenant roulé sous son bras. Elle regarda le plafond ouvert sur le ciel et la neige qui tombait en colonnes, comme quelque chose de définitif et d'indifférent. « Ne sois pas désolé, dit-elle. Dépêche-toi. » C'était l'un des hommes de Thorne, celui à la barbe grise, qui avait été assez pragmatique au sujet du combat, mais apparemment pas assez pragmatique pour simplement partir, qui avait mis le feu à la grange. Il le voyait déjà à 50 mètres, courant dans la tempête, et sa lumière à travers la neige était orange et violente et incongrue dans tout ce blanc. Silas poussa un cri lorsqu'il le vit, et Clara lui attrapa le bras sans ralentir. « Les chevaux se sont échappés, dit-il. Il observait la grange à la lueur du feu, l'observait avec l'habitude que donnent les nouvelles structures aux portes ouvertes. « Ils ont bien couru, dit-elle. « Allez, ils ont couru. Ou plutôt, ils ont fait ce qui pouvait passer pour courir dans une neige qui leur arrivait à la taille, dans une tempête de neige, avec des températures avoisinant les 30 degrés, vent compris. C'était plutôt comme une chute contrôlée, comme lutter contre le terrain pas à pas, en utilisant les clôtures et les berges du ruisseau pour s'orienter, car il n'y avait rien d'autre pour s'orienter. La tempête avait transformé le monde en un vide blanc sans relief, dans lequel la direction était une question de foi plutôt que de preuve. Clara connaissait cette terre comme elle connaissait ses propres mains. Elle en avait parcouru chaque centimètre à chaque saison pendant 4 ans, et pourtant, la tempête modifiait la géographie familière, effaçait les repères, réorganisait la logique des distances, disait-elle. Silas restait à ses côtés avec le sac à dos,
et elle tenait dans sa main gauche la boussole que son père lui avait donnée, qu'elle vérifiait dès qu'elle le pouvait, et ils se dirigeaient vers le nord-est en direction de Garfield. Après avoir parcouru 29 km dans la pire tempête depuis une génération, le vent les frappa comme s'il les avait attendus, patient, ancien et énorme. Ils marchaient depuis environ 2 heures lorsque Silas trébucha, non pas à cause du terrain. Il avait toujours marché d'un pas sûr, même dans les congères, le pas sûr de quelqu'un dont le corps était habitué au terrain difficile. Mais là, c'était différent. Il tomba à genoux, et elle l'attrapa par son manteau et le releva. Et quand elle regarda son visage dans l'obscurité, elle le vit, le gris autour de sa bouche, la façon dont ses yeux mettaient un peu trop de temps à faire la mise au point. Combien de temps? Demanda-t-elle, et il comprit immédiatement. Depuis le combat, l'un d'eux, il bougea sa main gauche et elle vit la tache ombre sur son flanc et comprit que ce qu'elle avait pris pour des ombres et la lumière du feu n'étaient pas des ombres. « Pourquoi n'as-tu pas? » « Il n'y avait pas le temps, dit-il, et c'était vrai. Et ils le savaient tous les deux. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. C'est exactement ce que dit quelqu'un qui a été blessé par balle, dit Clara, et sa voix fut plus dure qu'elle ne l'aurait voulu, car la peur avait pris une nouvelle forme et était insupportable. Elle glissa ses mains sous son manteau et trouva la blessure, trouva l'entrée, et elle adressa une prière à aucun dieu qu'elle n'avait jamais officiellement vénéré. La sortie était sous les côtes et saignait abondamment, mais pas comme une blessure à l'intestin. Elle la tamponna avec le tissu le plus propre qu'elle avait et la banda aussi serrée qu'elle le pouvait dans l'obscurité et le froid, les mains tremblantes. Et Silas resta debout et la laissa faire sans se plaindre, même si elle pouvait sentir ce que cela lui coûtait. « Tu peux marcher? » demanda-t-elle. « Oui, ne me mens pas. »« Je peux marcher, » répondit-il. Il se redressa et le prouva, même si ce redressement était prudent et délibéré, et qu'elle pouvait y voir le calcul, la mobilisation d'une réserve qui n'était pas inépuisable. Ils marchèrent. Les heures qui suivirent s'effacèrent au fur et à mesure qu'elles s'écoulaient, l'esprit refusant de les garder en mémoire parce que leur succession était trop implacable, trop monotone dans sa difficulté. Un pied puis l'autre, la boussole, le vent. Le corps de Clara se pencha en avant dans la tempête, s'y appuyant de toutes ses forces, et Silas derrière elle, puis à ses côtés. Puis, au fil des heures, alors que le sang qu'il perdait devenait une dette que son corps ne pouvait plus ignorer, son bras passa autour de ses épaules et le sien autour de sa taille, et son poids plein, ample et puissant, fit ce pourquoi il était fait. Elle le soutenait. Quand il ne pouvait plus lever complètement les pieds, elle raccourcissait ses foulées pour s'adapter à son rythme. Quand il déviait, elle corrigeait en resserrant son bras, son corps, un contrepoids, un lest, un mur entre lui et la neige. Elle transpirait sous son manteau à cause de l'effort, et le froid utilisait cette sueur contre elle. Mais elle avait de la chaleur à dépenser, plus de chaleur que la plupart des gens, la profonde fournaise biologique d'un corps que le monde avait trop sollicité, et qui prouvait maintenant, dans les termes les plus littéraux possibles, que trop était exactement ce qu'il fallait. « Clara, dit-il à un moment donné dans l'obscurité, d'une voix faible, « arrête un instant. On ne peut pas s'arrêter. Juste un instant. » Il s'appuyait lourdement sur elle, la majeure partie de son poids reposant sur son épaule. « J'ai besoin de... » Il s'arrêta. Sa respiration était anormale. Si lousse, elle se tourna pour le regarder et ses yeux luttaient, à demi fermés. Les yeux de quelqu'un dont le corps redirigeait toutes les ressources disponibles et perdait la bataille. « Reste avec moi. Regarde-moi. » Ses yeux trouvèrent son visage. Elle était assez proche pour qu'il puisse la voir même à travers la neige, l'obscurité et la perte de sang. Et elle le regarda la trouver et s'accrocher à elle avec ses yeux, comme une personne qui se noie s'accroche avec ses mains. « Je suis désolé pour la cabane, » dit-il. Il commençait à délirer. « Tes pères. Je suis désolé. Mon père t'aurait aimé, dit-elle avec férocité. Il aimait les hommes têtus qui avaient de bonnes mains. Maintenant marche, dit-il. Elle marcha. Elle perdit la notion de la distance qu'ils avaient parcourue. La boussole indiquait le nord-est, et elle suivit de la boussole. Et le vent était maintenant dans leur dos, ce qui signifiait qu'ils avaient franchi la crête qu'elle visait, ce qui signifiait que Garfield était devant et plus bas. Et cette certitude était la chose la plus importante au monde, et elle s'y accrocha et marcha.
Ses jambes avaient dépassé la douleur pour atteindre un état inférieur à la douleur, un fonctionnement mécanique grinçant qui n'était pas confortable, mais qui était fonctionnel. Et elle était reconnaissante pour chaque kilo de muscle et d'endurance que son corps avait acquis au cours de 4 années de travail solitaire, chaque corde qu'elle avait coupée, chaque poteau de clôture qu'elle avait planté, chaque saison difficile qu'elle avait survécue seule. Elle était reconnaissante pour sa taille, son poids, sa force et sa masse thermique. Reconnaissante d'une manière presque sauvage, comme si elle réglait un vieux compte avec tous ceux qui l'avaient regardée et avaient vu en elle un échec, elle aperçut les lumières de Garfield à 1 heure que son corps lui indiquait comme étant quelque part après minuit. Au début, elle ne crut pas ce qu'elle voyait. Elle avait entendu parler des hallucinations dues au froid, et elle marchait depuis trop longtemps pour se fier entièrement à ses sens, mais les lumières restèrent là où elles étaient et grandirent à mesure qu'elles s'en approchaient, jusqu'à devenir indéniablement réelles. La chaleur jaune des lanternes derrière le verre, la forme des bâtiments, le luxe profond et impossible des autres. Salas était inconscient depuis un quart de mille. Elle le portait, mais pas comme on porte une personne qui coopère, qui peut ajuster son poids et aider avec le peu de force qui lui reste. Il était un poids mort, tout entier, un homme de 1,80 m blessé et en hypothermie. Son bras autour de son cou, son bras autour de son dos, ses jambes avançant dans la neige avec une détermination qui avait dépassé le stade de la décision pour devenir quelque chose de cellulaire. Quelque chose qui ne nécessitait pas la partie pensante de son esprit, car celle-ci avait été remplacée par une seule instruction répétée, très simple et sans discussion possible. Pas encore, pas lui, pas ce soir. Elle traversa la rue principale de Garfield et remarqua que des lumières s'allumaient, qu'une porte s'ouvrait quelque part, qu'une voix disait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore traduire en mots. Elle continua à marcher jusqu'à ce qu'elle trouve le bâtiment avec l'étoile au-dessus de la porte, et elle frappa cette porte avec son épaule. Et elle s'ouvrit, et elle fit passer Silas à travers, et la chaleur à l'intérieur était si absolue que pendant un instant, ses jambes envisagèrent de s'arrêter. Elle ne les laissa pas s'arrêter. L'homme derrière le bureau se leva. Il était grand, barbu, portait un badge et affichait une expression de profonde perplexité qui se transforma rapidement en autre chose lorsqu'il vit les 2 personnes qui venaient de franchir sa porte. La femme avait une carrure impressionnante. Elle avait les cheveux givrés et du sang sur son manteau qui n'était pas le sien, la mâchoire serrée avec une férocité qui remplissait la pièce, tenant un homme inconscient et dégageant une chaleur qui dépassait la température corporelle. « Je suis Clara Higgins », dit-elle. Sa voix était calme et assurée. « Ma propriété se trouve à 20 km au sud-ouest, sur la concession Thorn Aqua. Josiah Thorn a envoyé des hommes pour me forcer à signer un acte de transfert sous la contrainte ce soir. Ils ont tiré sur cet homme, brûlé ma propriété, et 4 d'entre eux se trouvent toujours sur la crête nord, au-dessus de Cutter Creek. » Elle posa le paquet en toile ciré sur son bureau avec sa main libre. « Ce sont mes documents. C'est tout ce que j'ai. Maintenant, appelez un médecin pour cet homme avant que je ne me fasse une opinion sur la rapidité avec laquelle les marshals fédéraux réagissent aux tentatives de meurtre dans ce territoire. » Le marshal la fixa longuement du regard. Puis il se leva et Clara Higgins, qui avait porté un homme sur 29 km à travers une tempête de neige meurtrière parce qu'elle avait décidé qu'il en valait la peine, put enfin poser ses jambes. Laissa enfin ses jambes s'arrêter. Elle s'assit sur le banc contre le mur, prit la tête de Silas dans ses bras, appuya sa main contre la blessure sur son flanc et regarda l'adjoint du marshal, un jeune homme de 17 ans au teint pâle, qui la fixait avec l'expression de quelqu'un qui vient de voir quelque chose qu'il décrira toute sa vie. « Docteur, dit-elle, il se mit à courir. Le médecin s'appelait Aldis Pewitt, il avait 63 ans et avait vu presque tout ce que le territoire du Wyoming avait à offrir en matière de dommages humains. Mais il s'arrêta une demi-seconde lorsqu'il franchit la porte du bureau du shérif et embrassa du regard la scène dans son ensemble. La femme sur le banc, brûlée par le gel, trempée de sang et complètement immobile. L'homme inconscient, la tête dans son giron et l'expression sur son visage qui faisait monter la température dans la pièce. Il ne s'arrêta pas longtemps. C'était un bon médecin. « Mettez-le sur la table, dit-il, et Clara se leva et aida à déplacer Silas avec une efficacité prudente qui indiqua à Pewitt qu'elle s'occupait déjà de la blessure depuis un certain temps.
Il regarda le pansement qu'elle avait appliqué dans l'obscurité et le froid, resta silencieux un instant, puis dit « C'est du travail compétent. J'avais besoin qu'il reste en vie assez longtemps pour arriver ici. » Qui se pas de night. Clara dit « Vous avez marché environ 30 kilomètres cette tempête. » Puis la regarda par-dessus ses lunettes avec le regard évaluateur d'un homme qui a passé 6 décennies à se forger rapidement des opinions précises sur les gens. « Asseyez-vous avant de tomber, dit-il. Je vais m'occuper de lui, puis je m'occuperai de vous. Je vais bien, Mother Higgins. » Il ne leva pas les yeux de la blessure. « Asseyez-vous, dit-il. » Elle s'assit, elle reconnut dans elle-même. Quel soulagement! La balle avait causé des dégâts, mais pas les pires. Elle avait cassé une côte qui, selon Puitt, guérirait et avait tracé un chemin à travers le muscle en dessous qui avait saigné abondamment, mais n'avait touché rien qui ne pouvait être réparé par le temps et le repos, et par la ténacité particulière d'un homme qui avait déjà survécu à pire. Puis nettoya, sutura, banda et enveloppa la blessure, et pendant tout ce temps, Silus dériva entre l'inconscience et quelque chose qui s'en rapprochait, refaisant surface de temps en temps pour émettre des sons qui n'étaient pas des mots, puis s'évanouissant à nouveau. Clara observait depuis le banc, les mains jointes entre ses genoux, les yeux fixés sur son visage avec une intensité que l'adjoint du shérif, qui s'appelait Tommy et qui avait effectivement 17 ans, trouvait légèrement oppressante. « Il va survivre, » dit Puitt lorsqu'il eut terminé. Il s'adressa spécifiquement à Clara, car il avait compris dès les 2 premières minutes après son arrivée qu'il avait le plus besoin de l'entendre. Il est assez jeune et assez fort, et celui qui l'a soigné sur le terrain lui a donné le temps dont il avait besoin. Il sera hors service pendant 3 ou 4 semaines, mais il survivra. Clara acquiesça. Elle ne s'autorisa aucune expression dramatique de soulagement, car elle n'en avait pas l'énergie et parce que son soulagement était de toute façon trop grand pour être exprimé. C'était un soulagement physique, un relâchement de quelque chose qui avait été si longtemps crispé que ce relâchement était presque douloureux. Elle acquiesça, respira et regarda le visage de Silas, pâle et immobile, mais qui respirait, et cela lui suffit. Le Marshal, il s'appelait Beaumont. Daniel Beaumont, un homme de 100 ans larges épaules, avec une moustache grise et les yeux attentifs et vigilants de quelqu'un qui avait passé des décennies à lire dans les pensées des gens dans des situations difficiles, avait lu les documents contenus dans le paquet en toile cirée pendant que Puitt travaillait. Il les lisait avec le calme concentré d'un homme qui comprenait ce qu'il regardait. Et quand il eut terminé, il les posa sur le bureau et regarda Clara. « Les titres de propriété sont à votre nom, clairs et légaux, dit-il. Ils ont été déposés au bureau foncier territorial il y a 12 ans par votre père, puis transférés à vous à sa mort. La revendication de Thorne, quel que soit le prétexte juridique qu'il utilise, ne tient pas face à cela. » Il tapota les documents d'arpentage. « L'aquifère se trouve entièrement à l'intérieur de vos limites foncières. »« Je sais, » dit Clara. « Alors vous avez toujours su que sa revendication était sans fondement. »« Oui. Le savoir et pouvoir le prouver en présence d'un marshal fédéral sont 2 choses différentes. » Elle le regarda fixement. « Pouvez-vous vous rendre à Cutter Creek avant que la tempête n'éclate? »« La tempête éclate déjà, » dit Beaumont. « Il est tombé 15 d'eau en 1 heure? J'aurai 4 adjoints à cheval avant l'aube. » Son regard se posa sur Silas, allongé sur la table. « Les hommes qu'il a combattus, vous avez dit 4. L'un d'eux a le bras cassé. C'est le plus âgé, avec la barbe grise qu'il faut trouver. C'est lui qui prend les décisions pour Thorne. Les autres attendaient, elle marqua une pause. Ils confirmeront la coercition, le barbu gris en particulier. Il est pragmatique. Il a déjà décidé que cette nuit ne valait pas ce qu'on lui payait. Il prendra la même décision quand l'alternative sera une accusation fédérale. » Beaumont l'étudia un instant. « Vous avez bien réfléchi. J'ai eu 18 miles pour réfléchir. » Il sourit presque. « Reposez-vous, mademoiselle Higgins. Tommy vous trouvera une chambre à la pension. Nous en reparlerons demain matin. » Il se leva, enfila son manteau, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, ce que vous avez fait ce soir, venir ici, l'amener ici. » Il jeta un coup d'œil à Silas. « Ce n'est pas rien. »« Non, » acquiesça Clara, « ce n'est pas rien. » Elle resta assise avec Silas jusqu'à ce que Puitt la fasse partir vers 2 heures du matin. Elle prit la chambre que Tommy lui avait indiquée, s'allongea sur le lit, tout habillée,
et s'endormit avant même d'avoir eu le temps de penser au sommeil. Elle dormit pendant 14 heures. Elle ne rêva pas, ou si elle rêva, elle ne s'en souvint pas, ce qui était tout aussi bien. Silas s'était réveillée lorsqu'elle revint auprès de Pruitt en fin d'après-midi. À peine éveillé, appuyé contre l'oreiller avec le calme prudent d'un homme qui avait appris exactement jusqu'où il pouvait bouger sans provoquer la douleur qui l'attendait à chaque mouvement, mais ses yeux étaient ouverts et clairs, et ils la trouvèrent dès qu'elle franchit la porte. Et ce qu'elle vit dans ses yeux lorsqu'il la trouva était quelque chose dont elle dut détourner le regard pendant un instant, car il était trop direct, trop vulnérable, trop intense. Clara, dit-il. Sa voix était rauque et faible. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, dit-elle en tirant la chaise près de son lit et en s'asseyant. Puis dis que tu vas vivre. Beaumont a écrit à l'aube et a obtenu 3 des 4 hommes, y compris celui à la barbe grise. Thorne est actuellement en train de s'expliquer devant un juge fédéral à Cheyenne. Et d'après le télégramme matinal de Beaumont, il ne s'explique pas avec succès. Elle posa ses mains sur ses genoux. L'affaire est réglée. La plainte de Thorne est officiellement rejetée. Et tu ne me dois rien. Avant de commencer, Silas la regarda longuement. Je n'allais rien dire de tout ça. Qu'allais-tu dire? J'allais te demander si tu allais bien, dit-il. J'allais te demander comment allaient tes mains et tes pieds. Tu étais dans la neige, mes mains vont bien. 2 orteils de mon pied gauche sont gelés, mais Pouy dit qu'ils vont guérir. Elle le dit d'un ton vif, mais elle sentait qu'il la regardait toujours avec la même attention, et elle se radoucit légèrement. Je vais bien, Silas. Nous allons tous bien. Il ferma brièvement les yeux. Quelque chose bougea sur son visage, le même relâchement qu'elle avait ressenti en elle-même la nuit précédente, lorsque Pouy avait rendu son verdict. Le soulagement spécifique et profond de quelqu'un qui porte en lui une peur qu'il ne peut nommer à voix haute. Puis il ouvrit les yeux, qui étaient plus brillants qu'avant, plus clairs, et il dit doucement, « Tu m'as porté. Tu avais besoin d'être porté, Clara. » Il prononça son nom comme il l'avait fait dans la cabane, d'une manière qui le rendait plus qu'un simple nom. « Je sais combien je pèse. Je sais quelle distance sépare ta propriété de cette ville. Je sais ce que cette tempête était en train de faire. » Il s'interrompit. J'en étais consciente en partie. Avant, je ne l'étais pas. Elle croisa son regard et le soutint, car détourner les yeux lui semblait désormais malhonnête. Cela ressemblait à une habitude qu'elle avait décidé d'abandonner. « Oui, répondit-elle simplement. »« Pourquoi ?» demanda-t-il. Pas par ingratitude, pas comme si la question était un défi, mais simplement comme la demande sincère et curieuse d'un homme à qui l'on a donné quelque chose qu'il ne comprend pas tout à fait et qu'il veut comprendre complètement. Clara réfléchit à la question avec la même honnêteté qu'elle avait apportée à tout le reste. Dehors, la tempête faisait désormais rage. Elle pouvait voir une bande de ciel bleu pâle à l'horizon, la première qu'elle voyait depuis 5 jours, froide, claire et réelle au-dessus du paysage blanc. Les sources chaudes sur ces terres exhalaient leur vapeur dans cet air froid. La nappe phréatique était chaude et constante sous le sol brûlé, sous les cendres de la cabane de son père, inchangée, indifférente à tout ce qui s'était passé au-dessus. « Parce que tu en vaux la peine, dit-elle, parce que tu es sorti de nulle part, que tu as travaillé ma terre, que tu m'as dit la vérité, que tu m'as tenu la main dans une tempête de neige et que tu es monté sur ce toit dans une tempête parce que le coin allait s'effondrer. » Elle fit une pause. « Parce que quand je te regarde, je vois quelqu'un qui a essayé, de manière imparfaite et avec beaucoup de dommages collatéraux, de devenir meilleur qu'il ne l'était. Et cela a de la valeur à mes yeux. Cela a beaucoup de valeur à mes yeux. » Elle regarda ses mains pendant un moment. « De plus, je suis très forte et il s'avère que 18 miles ne sont pas hors de ma portée. » Silas émit un son. Pas tout à fait un rire, pas tout à fait non plus. Quelque chose entre les deux, chaleureux, craquelé sur les bords et tout à fait réel. « Tu es extraordinaire, dit-il. Je veux que tu saches que je sais que tu as déjà mentionné quelque chose dans ce sens, dit Clara. Et il y avait une sécheresse dans sa voix qui cachait une chaleur si profonde qu'elle n'avait pas de fond. « Je continuerai à le mentionner, dit-il. J'ai le sentiment que tu ne l'as pas encore assez entendu pour que cela s'installe en toi. J'ai l'intention de le dire jusqu'à ce que cela s'installe. » Elle le regarda, puis le regarda pleinement, sans la déflexion qu'elle avait utilisée toute sa vie pour éviter d'être vue. Et ce qu'elle trouva dans son visage était la même chose qu'elle avait trouvé sur le sol de la cabane à la lueur du feu.
La même chose qu'elle avait trouvée dans le son de sa voix prononçant son nom. Quelque chose qu'il avait choisi. Quelque chose qui avait regardé tout son être, sa taille, sa force, son indépendance farouche et marquée de cicatrices, et la solitude qu'elle portait depuis 4 ans comme une seconde peau, et qui n'avait pas trouvé trop. Qui avait trouvé exactement ce qu'il fallait. Installe-toi. Puis, dit-elle doucement, il lui prit la main et elle la lui tendit, et ses doigts se refermèrent sur les siens avec une attention qui n'était pas de la faiblesse, mais tout le contraire. La tendresse délibérée et spécifique d'un homme qui a appris la différence entre ce qui peut être tenu et ce qui doit être tenu avec précaution. Ils restèrent ainsi pendant longtemps, tandis que le ciel du Wyoming passait du bleu pâle à l'ambre profond de la fin d'après-midi et que la neige commençait à tomber dans la rue. Pour la première fois en 5 jours, Josiah Thorne fut comparu devant un juge fédéral à Cheyenne avant la fin du mois. L'homme à la barbe gay, dont le nom s'avéra être E.M.T.T. Cole, et qui avait en effet décidé que le pragmatisme était la meilleure partie de la loyauté, a témoigné de manière exhaustive sur la tentative de coercition, l'incendie criminel et les 3 opérations précédentes que Thorne avait menées contre de petits propriétaires fonciers du territoire au cours des 2 dernières années. 2 des autres hommes ont corroboré ses dires. Le grand homme au bras cassé n'a rien dit, mais son bras a parlé pour lui d'une manière que l'avocat de Thorne n'a pas pu expliquer de manière adéquate. Le juge n'était pas un homme compatissant, et il avait une aversion particulière pour le genre de cruauté riche qui utilisait le langage juridique comme une arme contre les personnes qui n'avaient pas les moyens de se procurer les mêmes armes. Thorne a été reconnu coupable de complot criminel, d'extorsion et de complicité d'incendie criminel et de tentative de meurtre. La peine était lourde. Plus importante encore en termes pratiques était la décision civile qui suivit. Une restitution financière ordonnée à Clara Higgins pour la destruction de ses biens, la mise en danger de sa vie et la campagne de coercition que Thorne avait menée contre elle pendant 2 ans. Le montant était si élevé que lorsque Beaumont le lut à Clara dans son bureau, elle resta silencieuse pendant un moment, puis lui demanda de le relire. Il le fit. Elle regarda le chiffre pendant un moment. « Eh bien, dit-elle, oui. » Beaumont acquiesça. Le printemps arriva dans le territoire du Wyoming, comme il le faisait toujours, sans douceur. Pas d'un seul coup, mais par étapes, par abandon partiel du froid entrecoupé de journées chaudes, par le lent et véritable retrait de la neige des pentes exposées au sud, par l'apparition d'un sol boueux, puis d'un vert pâle, puis du vert intense et insouciant du mois de juin. La prairie printanière était plus belle que jamais cette année-là, du moins aux yeux de Clara, même si elle comprenait que la beauté était en partie dans le regard de celui qui la contemplait. Et ses yeux avaient changé. Ils construisirent la nouvelle maison en mai et juin. Silas avait passé l'hiver à se soigner à Garfield. Puis, lorsqu'il avait pu retravailler, il était revenu sur ses terres. Il était revenu sans en parler, sans faire de déclaration. Il était simplement apparu un matin de mars avec du bois dans une charrette et un regard particulier. C'était la déclaration d'intention la plus discrète et la plus claire qu'elle ait jamais reçue. Elle lui avait apporté du café et elle s'était tenue debout à l'emplacement de la cabane de son père, désormais réduite à un rectangle de cendres et de fondations calcinées, et avait regardé la prairie de la source chaude dans la lumière du petit matin. Il lui avait demandé si elle la voyait plus haut, et elle y avait répondu oui. Plus loin de la source, mais en la regardant, mon père a construit là où c'était pratique. Je veux construire là où c'est beau. Il la regarda avec une chaleur qu'elle avait fini par comprendre n'était pas occasionnelle, mais constante. Une chaleur constante qui ne s'annonçait pas. Et il avait dit « Plus haut !» Alors la maison qu'ils avaient construite était plus grande que la cabane. Elle devait l'être, compte tenu de la raison pour laquelle il la construisait, compte tenu de l'avenir vers lequel il la construisait, ce qu'aucun d'eux ne disait souvent à voix haute, car certaines ententes ne nécessitent pas de paroles constantes. Elle avait un salon convenable, une cuisine avec 2 fenêtres, une chambre principale et une deuxième pièce que Clara disait être destinée aux invités et sur laquelle Silas ne la contredisait pas, car ils comprenaient tous deux qu'elle ne serait pas toujours destinée aux invités, et cette compréhension leur suffisait. La véranda donnait sur la source et était assez large pour accueillir 2 chaises et offrir une vue qui, les matins clairs, lorsque la brume se levait de l'eau dans la lumière dorée, était la plus belle chose que Clara ait vue en 30 ans passer à contempler cet endroit particulier.
Silas construisit lui-même la cheminée. Il y passa une semaine, travaillant avec la lenteur et la minutie de quelqu'un qui comprenait que ce qu'il était en train de construire était le cœur de quelque chose de plus grand. Il utilisa des pierres de la rivière provenant du même ruisseau que celles utilisées par son père, et il la construisit plus grande que l'ancienne, avec un manteau suffisamment large pour accueillir tout ce qu'il choisirait d'y poser. Lorsqu'elle fut terminée et que le premier feu y fut allumé, un feu d'été, plus cérémoniel que nécessaire, le soir où ils déclarèrent la maison achevée, Clara se tint devant elle et sentit quelque chose se résoudre en elle. Quelque chose qui, elle le comprit, était resté en suspens pendant très longtemps. Les livres de menuiserie de son père, livres de menuiserie de son père, se trouvaient sur l'étagère que Silas avait construite le long du mur est, sauvé de la tempête. Le tapis tressé de sa mère était posé sur le sol devant la cheminée, un peu usé mais intact, récupéré dans la neige quelques jours après la tempête. Ce n'étaient pas des choses insignifiantes. Elle avait plus de souvenirs de ses parents dans cette nouvelle maison qu'elle ne s'était attendue à en garder, et cette prise de conscience était à la fois réconfortante et merveilleuse. Ce soir-là, le premier soir dans la nouvelle maison, Silas prépara le dîner. Au cours de l'hiver, il s'était avéré être meilleur cuisinier qu'elle, ce qu'elle avait d'abord trouvé surprenant, puis elle avait découvert qu'elle aimait ça, qu'elle aimait la façon dont il se déplaçait dans la cuisine, avec la même économie contenue et expérimentée qu'il apportait à tout, qu'elle aimait les sons que cela produisait, qu'elle aimait qu'on lui prépare à manger d'une manière dont elle n'avait aucun souvenir depuis la mort de sa mère. Ils mangèrent sur la nouvelle véranda pendant la longue soirée d'été, la prairie printanière chaude devenant dorée, puis ambrée sous leurs yeux, les premières étoiles apparaissant au-dessus des montagnes. J'ai quelque chose à dire, dit Silas. Clara posa sa fourchette. Elle avait appris au cours de ces derniers mois à accorder toute son attention à ses paroles. Dis-le, dit-il, puis il se tourna sur sa chaise et la regarda avec ses yeux sombres et sérieux, qu'elle avait vus pour la première fois par-dessus le canon d'un fusil, et dont elle savait maintenant qu'ils pouvaient être, quand il le voulait, les yeux les plus ouverts qu'elle ait jamais regardés. J'ai essayé de trouver une façon de dire cela sans donner l'impression que je rembourse une dette, dit-il, parce que ce n'est pas le cas. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour moi. Tout ce temps, je n'ai pas de monnaie d'échange pour cela. Je n'essaie pas de te rembourser. Je veux que tu comprennes cela. Il fit une pause. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'avais décidé il y a 6 ans que je ne méritais rien de bon. Je l'avais décidé de manière logique, en me basant sur des preuves, et j'en étais tellement convaincu que j'avais cessé de chercher des preuves du contraire. Je cherchais un endroit où finir mes jours tranquillement, en causant le moins de dégâts possible, et appeler ça une vie. Il s'arrêta. La prairie respirait sous leurs pieds, la vapeur s'élevant de la source chaude dans la soirée, fraîche, lente, belle et permanente. Et puis une femme a arrêté sa charrette un gué en octobre, dit-il, et m'a demandé si j'étais vivant, et je l'étais à peine, et tout ce que j'avais décidé est devenu compliqué. Il a fouillé dans la poche de sa chemise et a posé quelque chose sur la table entre eux. Une bague, simple, en argent, sans fioriture, un anneau de métal martelé avec un petit canal serti d'un morceau de turquoise de la couleur du ciel du Wyoming en janvier. Je l'ai fabriqué, dit-il, cet hiver pendant que je guérissais et que je la chassais de son esprit. Il a une petite forge. Il était reconnaissant que j'aie trouvé quelque chose à faire de mes mains. Clara regarda la bague, puis le regarda. Je ne suis pas quelqu'un de simple, dit-il. J'ai un passé que je ne peux effacer, et certaines nuits, je ne parviens toujours pas à dormir. Je serai probablement trop protecteur quand je ne devrais pas l'être, et renfermé quand je devrais être ouvert. Je suis un travail en cours qui restera peut-être toujours en cours. Il la regarda dans les yeux. Mais je t'aime, Clara Higgins. Je t'aime de tout ce qui reste de bon en moi. Et je t'aime d'une manière qui me donne envie de te protéger, de construire et de rester. Je t'aime d'une manière qui me fait comprendre pour la première fois en 6 ans pourquoi cela vaut la peine de rester. Il prit la bague et la tendit. J'aimerais beaucoup passer le reste de ma vie sur cette terre avec toi, dit-il. Si tu veux bien de moi, dit Clara en le regardant dans les yeux. Elle connaissait cette phase mieux que presque tous les paysages qu'elle avait étudiés, mieux que la prairie ou les montagnes, mieux que la géographie familière de sa propre ferme. Elle regarda la bague dans sa main marquée et prudente. Elle regarda la source chaude en contrebas,
baignée dans la lumière dorée du soir, la vapeur s'élevant comme une chose silencieuse et indestructible, comme quelque chose qui avait survécu à tout ce que le territoire pouvait lui infliger, et qui était encore improbablement et magnifiquement chaude. Elle pensa à la jeune fille assise sur le banc du chariot, revenant de Millhaven, les larmes coulant silencieusement sur son visage, et à la solitude particulière de quelqu'un à qui suffisamment de personnes ont répété depuis trop longtemps qu'elle avait trop de défauts pour être aimée. Elle pensa à cette jeune fille, et elle ne ressentit pas de pitié pour elle, mais un amour profond et simple, pour son obstination, pour sa survie, pour le fait qu'elle avait conservé ses terres, ses principes, et gardé la porte de son cœur fermée jusqu'à ce que la bonne personne se présente, quelqu'un qui comprenait qu'une porte fermée n'était pas synonyme de maison vide. Oui, dit Clara. Silas glissa la bague à son doigt, et sa main resta autour de la sienne, comme elle l'avait été sur le sol de la cabane, à la lueur du feu. Elle sentit sa chaleur, la chaleur solide et réelle d'un homme qui était exactement là où il avait choisi d'être, et elle regarda la prairie, les montagnes et le ciel d'un bleu profond au-dessus d'eux. Plus tard, bien plus tard, après que les étoiles d'été eurent parcouru leur long arc au-dessus de la nouvelle maison et que la source chaude eut insufflé sa chaleur constante dans la nuit qui se rafraîchissait, Clara s'allongea dans la chambre qui n'était plus hypothétiquement la sienne seule et écouta Silas respirer à côté d'elle, la respiration lente et régulière d'un homme qui avait finalement trouvé son chemin, au prix de grands sacrifices, vers un sommeil qui ne le combattait pas. Elle s'allongea dans la chaleur et l'obscurité, et elle sentit la maison autour d'eux, solide et réfléchie, construite de leurs propres mains, grâce à l'argent de l'indemnisation versée par un homme qui avait tenté de tout leur prendre et qui, en perdant, leur avait donné les moyens de construire quelque chose de mieux que ce qu'ils avaient perdu. Elle repensa à ce que Silas avait dit. Je t'aime d'une manière qui me fait comprendre, pour la première fois en 6 ans, pourquoi cela vaut la peine de rester. Elle comprenait cela. Elle le comprenait parce qu'elle avait passé 4 ans sur cette terre à construire une vie qui était réelle, fonctionnelle et véritablement sienne. Une vie dont elle était fière. Et cette vie avait encore une forme incomplète, non brisée, pas déficiente, mais tendant vers quelque chose qu'elle avait cessé de croire possible. Et puis octobre était arrivé, avec une tempête de neige et un homme brisé qui avait regardé son corps, son âme et son caractère obstiné et magnifique, et n'avait pas trouvé grand-chose. Il avait trouvé exactement ce qu'il fallait. Il avait trouvé en fait tout ce qui respirait en dehors de la source chaude. Les montagnes se dressaient contre le ciel. Le territoire du Wyoming dormait pendant une nuit de juin qui sentait le pain, le dégel et la terre nouvelle. Et à l'intérieur de la maison sur la colline, dans la pièce avec la fenêtre orientée à l'est qui captait les premières lueurs du matin, Clara Higgins, bientôt Clara Vance, même si le nom qu'elle avait porté resterait toujours gravé en elle, ferma les yeux et se laissa être pleinement et sans réserve ce qu'elle avait toujours été. Suffisamment magnifique. Le silence retombe sur la frontière et le vent traverse la plaine. Mais les histoires ne s'éteignent jamais. Abonne-toi et rejoins-nous pour la prochaine aventure, car tant qu'il y aura un horizon à contempler et des rêves à poursuivre, le Far West continuera de vivre à travers chaque récit partagé.